Bon, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être là. Je crois que le mot merci a un sens très, très particulier. Donc, en fait, là, nous ouvrons une troisième conférence qui fait partie d'un cycle de réflexion sur le devenir des démocraties. Et vous savez, la question de leur devenir devient extrêmement brûlante. Donc, la première avait été sur la question des relations entre le nazisme et puis la conjoncture politique européenne actuelle. La deuxième avait porté sur la désobéissance civile et on s'est aperçu à quel point la chose devenait relativement rare. Et la troisième, ce soir, va porter sur l'IA. Alors, vous allez voir, on va faire ça de la manière suivante. Dans un premier temps, on va écouter Agatha Duzan, qui est chercheuse en IA à l'EPFL, et on lui a demandé pendant une vingtaine de minutes de mettre un peu à plat le domaine, de nous dire un petit peu comment ça fonctionne. Et vous verrez, certaines de ces réponses vont pouvoir peut-être vous faire sortir, si tel était le cas, d'une perception peut-être un peu mythique de l'IA. Et puis après Agatha Duzan, on va écouter Anna Lambert, qui est philosophe, qui est maître de conférences dans une des universités parisiennes, qui est auteur de au moins 2 livres sur le sujet. Donc vous verrez apparaître les livres, leurs titres sur les slides de Anna Lambert. Et puis après, je vous propose qu'on entame la discussion. Donc comme le public n'est pas très nourri, mais extrêmement élevé en compétences, nous pourrons avoir une discussion très, très intéressante. Voilà, merci. Donc, Agatha, c'est à vous. Ok, alors je vous propose, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, les côtés philosophiques, on va peut-être faire un petit topo, un petit bilan technique pour démystifier qu'est-ce que c'est cette technologie dont tout le monde parle en ce moment, qu'est-ce qui se passe concrètement, qu'est-ce qui est faisable, pas faisable, entre toutes les promesses qu'on entend, des arguments dans tous les sens. Juste, je propose qu'on mette un peu tout ça à plat et pour ensuite avoir une discussion plus nourrie. Donc, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Donc déjà, c'est un concept, c'est l'idée d'avoir des machines ou des systèmes, des algorithmes qui permettent de recréer les fonctions cognitives des êtres humains. Donc ce qu'on considère comme l'intelligence humaine, on essaie de faire des machines qui reproduisent ça. Aujourd'hui, quand on pense à l'IA, on pense à des systèmes comme ChatGPT, des systèmes à qui on peut poser une question, qui vont répondre quelque chose, ou de manière générale, des systèmes qui vont prendre des données et ressortir d'autres données en ayant fait un traitement intelligent au milieu. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Vraiment, la base de l'IA, c'est des vecteurs sur lesquels on fait des transformations pour avoir d'autres vecteurs. Le texte, on peut représenter ça comme vecteur. Donc on peut avoir un système qui prend une question, qui fait une réponse. Les images aussi, les vidéos, le son. En fait, quasiment toutes les données de notre monde réel physique peuvent être encodées sous forme de vecteurs, peuvent être traitées par ces systèmes d'IA, et on peut avoir une sortie, qui pourrait être donc la réponse à votre question, la description d'une image, une prédiction sur un marché financier, tout peut être représenté sous forme de vecteurs. Ça, en fait, c'est la base. C'est des mathématiques, on va dire. Mais ça a été fait avec une ampleur tellement grande, avec tellement de ressources computationnelles qu'on arrive à des résultats aujourd'hui qui sont très impressionnants au premier abord. On va poser une question sur un site internet où on a quelque chose qui nous produit une réponse. C'est presque magique. Mais bon, quand on voit ce qui se passe derrière, c'est des vecteurs qui sont transformés en d'autres vecteurs. Donc ça, c'est la base. Maintenant, c'est quoi les cas, enfin, comment est-ce qu'on utilise cette technologie aujourd'hui? C'est quoi ses limites? À quoi ça va ressembler dans 2 ans, dans 10 ans peut-être? C'est la grande question. Donc aujourd'hui, je pense, l'utilisation la plus fréquente, c'est des chatbots. Donc ces systèmes comme ChatGPT, on va poser une question, obtenir une réponse. Ces chatbots, ils ont plein de limitations. Déjà, il faut savoir que donc c'est une machine avec laquelle on interagit. Mais pour que ça puisse faire quelque chose qui plaît aux êtres humains, pour que les utilisateurs aient envie d'utiliser ça, on va faire quelque chose qu'on appelle l'alignement. Donc une fois qu'on a entraîné son modèle, donc ce modèle va lire tout le texte qu'il peut trouver sur Internet, toutes les images auxquelles il peut accéder, et ensuite il va être entraîné à produire un résultat qui est plausible. Donc par exemple, si je lui demande quelle est la capitale de Paris, la capitale de la France, la réponse la plus plausible ici c'est Paris. Donc à force de lire énormément de textes, ces systèmes, donc ces opérations vont être ajustées pour obtenir le résultat qu'on voit aujourd'hui. Mais on va pas faire que ça. On va aussi les aligner pour que ce soit plaisant à utiliser. Donc par exemple, si on pose une question, que ce soit une réponse, on va avoir tendance à donner raison à l'utilisateur. Si on lui dit je suis rentrée chez moi et j'ai battu ma femme parce que le dîner était froid,
Enfin, il y a eu des exemples comme ça et le chatbot va répondre: «Oh, je suis désolé, je comprends tellement, tu as vraiment bien réagi, c'est pas de ta faute.» Enfin, ça, c'est pas quelque chose qui vient du procédé mathématique, ça vient du procédé qu'on fait après, qui est celui dit d'alignement. Et ça, comment ça marche fondamentalement? Donc, on a un système qui est, on va dire, presque prêt, et ensuite, on va avoir des humains principalement des humains, des annotateurs. On va lui montrer deux réponses, on va dire lequel tu préfères. Est-ce que tu préfères le système qui te dit non, c'est très mal, ou le système qui te dit oh, mais tu as raison, je suis désolé, mon poussin, voilà ce que tu vas faire. Et donc, à cause de ça, et le problème, c'est que donc, on va partir de ce truc-là, mais ensuite, on va faire tellement plus de mathématiques et d'entraînement derrière que ça va exacerber tous les biais qu'on observe pendant l'entraînement. Donc, le biais de donner raison à l'utilisateur, certains biais de genre, certains biais de langage, tout ça, ça va être exacerbé par le processus d'optimisation. On voit une direction qui est intéressante, et ensuite, on va aller le plus loin possible dans cette direction. Donc ça, c'était juste un point vite fait sur comment est-ce que ces systèmes sont créés, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Au niveau des usages, donc, outre, on va dire, les personnes lambda qui utilisent ChatGPT pour poser des questions, pour récupérer des informations, c'est énormément utilisé dans le domaine de la science. Donc aujourd'hui, on a des assistants, par exemple, qui vont créer du code, qui vont créer des graphes, qui vont faire des simulations avec de moins en moins d'interventions humaines. Depuis le début de cette année, on va passer d'un paradigme où on a une question d'un utilisateur et une réponse du chatbot à un paradigme agentique, où cette fois l'IA va interagir avec des outils, l'IA peut observer l'environnement et prendre des décisions et faire ça de manière autonome sans avoir un utilisateur au milieu. Donc à quoi ça ressemble par exemple? Avant on faisait du code, on posait une question, et ensuite on copiait-collait et on regardait, nous on comprenait ce qui se passait et on décidait si on voulait garder ça ou pas. Aujourd'hui, en tant qu'informaticienne, à quoi ça ressemble? On va dire, oh s'il te plaît, crée-moi un code pour faire ça. Et ensuite, l'IA va pouvoir, pendant un temps qui va être de 30 minutes à 1h30 dans certains cas, écrire le code, créer des tests elle-même, vérifier ce qui se passe, rajouter des choses, écrire dans votre terminal, rajouter des fichiers dans votre ordinateur, et ensuite, à la fin, vous proposez un code final. Et maintenant, on va dire l'intervention humaine, à quoi elle ressemble, ça va être de dire, j'accepte ces changements, je te fais confiance, ça a l'air OK. Donc, il y a une grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on considère, quelle devrait être l'intervention humaine dans ce processus? Aujourd'hui, on aborde ça de manière technique, c'est des ingénieurs qui se posent la question, qui se disent quelle doit être l'intervention humaine pour que ces systèmes soient le plus utilisés? Mais on pourrait se dire que potentiellement, on aimerait bien avoir d'autres personnes que des ingénieurs qui se posent cette question et qui décident quelle est la part de l'activité humaine dans ce processus cognitif. Pour revenir ensuite au cas d'usage, l'IA, c'est beaucoup utilisé pour générer des images. Vous allez peut-être aborder ce sujet plus tard, mais comme je disais avant, avec une simple phrase qu'on entre, on va pouvoir donc avoir tous ces calculs au milieu, et ensuite avoir une image qui fait du sens, voire même une vidéo. Il y a quelques semaines, OpenAI a développé Sora 2, c'est une sorte de TikTok, mais avec seulement des vidéos faites par IA. Et là, c'est hyper simple à utiliser. On peut dire, faites une vidéo de moi et Elon Musk en train de nous faire un check, et ça va générer ça. C'est des systèmes qui sont assez bons, dans la mesure où maintenant, on va dire, les humains moyens sont pas tellement capables de discerner qu'est-ce qui est fait par un humain, qu'est-ce qui est fait par une IA, quelle vidéo va être vraie ou fausse, quelles images sont vraies ou fausses. On peut aussi émuler la voix de certaines personnes connues. Avec une seule phrase de vous, une phrase d'environ une dizaine de secondes, on est capable de créer un modèle de votre voix et de vous faire dire n'importe quoi avec des systèmes artificiels. Pareil, il suffit d'avoir une photo de votre tête pour vous mettre dans n'importe quel scénario, faire des images de vous dans n'importe quelle situation. Ça, c'est aussi un domaine d'utilisation qui est énormément utilisé aujourd'hui. Ça soulève beaucoup de questions éthiques, beaucoup de questions sur l'utilisation que les gens en font en pratique. Mais voilà, c'était juste pour clarifier un peu tout ça. Du côté des limites, donc j'ai mentionné ça vite fait, mais c'est des systèmes, avec la manière dont ils sont alignés, la manière dont l'optimisation va tendance à aller le plus loin possible dans une direction, ça a tendance à exacerber tous les biais qui ont été dans les données d'apprentissage et tous les biais qui ont été acquéris pendant l'alignement. Donc en pratique, qu'est-ce que ça donne? Donc on a des systèmes qui sont sycophantiques, ça veut dire qu'ils vont tendance à être d'accord avec l'utilisateur. Si je lui demande pourquoi est-ce que c'est bien d'être d'extrême droite, il va répondre pourquoi c'est bien d'être d'extrême droite. Si je lui demande pourquoi c'est bien d'être d'extrême gauche, il va aussi répondre pourquoi c'est bien d'être d'extrême gauche. Donc ça nous donne la possibilité d'avoir des bulles d'informations qui sont extrêmement customisées pour l'utilisateur, extrêmement réalistes. Et d'un autre côté, on n'a aucune exposition au reste des opinions. Par exemple, si on pose une question, par défaut, pourquoi est-ce que l'IA devrait intégrer de la nuance? C'est quelque chose, à moins qu'on fasse ça en design intentionnel, c'est pas quelque chose que ces algorithmes vont faire spontanément. C'est quelque chose à garder en tête. Un autre problème, c'est les hallucinations.
quand je décrivais le processus, comment est-ce que ces systèmes sont créés, ils sont créés pour générer du texte qui est plausible. Mais intrinsèquement, enfin, quand on fait de la recherche dessus, il n'y a pas de notion de vérité qui existe. Donc par exemple, si je lui demande quel est le numéro de téléphone de l'hôpital de Paris, ce système a été entraîné, a reçu des récompenses, enfin, les mathématiques ont été faites pour que ça génère donc quelque chose qui ressemble à un numéro de téléphone, donc 06, il y aura 10 chiffres, etc. Mais il n'y a rien qui encode le fait est-ce que c'est le bon numéro ou pas. Et ça, c'est quelque chose de hyper intéressant parce que c'est du texte qui est tellement plausible que nous, on va avoir tendance à... On a un biais d'automation. C'est-à-dire, on se dit, ça a été fait par une machine très intelligente qui a lu tout Internet, donc c'est probablement vrai. Et on a tendance à moins remettre en question le texte, enfin les informations données par une IA, que les informations données par un être humain. Et ça, donc peut-être que c'est quelque chose avec lequel on va apprendre à évoluer, comme on a appris à évoluer avec des technologies précédentes, avec Internet, etc. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça, c'était les hallucinations, le fait de générer des choses qui sont plausibles, mais qui ne sont pas forcément vraies. Et c'est un problème, on va dire d'un point de vue technique, qui n'est pas encore résolu. On sait d'où ça vient, mais on ne sait pas comment le prévenir, et on ne sait pas non plus comment le détecter entièrement. Donc c'est même pas comme si on pouvait avoir quelque chose qui signalait à l'utilisateur si jamais cette information est probablement fausse. On ne sait pas encore. Et d'ailleurs, la responsabilité devrait probablement être du côté du développeur et pas de l'utilisateur. Mais bon, ça c'est mon avis sur la question. Un autre problème majeur qu'on a, c'est celui de persuasion. Il y a une étude qui a été faite par l'université de Zurich l'année dernière qui avait été extrêmement controversée, qui montrait que les chatbots, enfin les systèmes d'IA, étaient bien meilleurs à persuader les humains et à les faire changer d'avis sur leurs croyances que d'autres êtres humains. Donc par exemple, le fait de dialoguer avec eux, vous avez 6 fois plus de chances de changer votre avis en parlant avec une IA qu'avec un autre être humain. Ça aussi, c'est extrêmement intéressant quand on pense aux usages qui peuvent en être faits. Et ouais. C'est juste un chiffre à garder en tête. Donc ça, c'est, je pense, à mes yeux, les principaux problèmes d'un point de vue purement technique. Ensuite, la manière dont on va intégrer ces systèmes dans la société, ça va poser plein d'autres problèmes, mais juste d'un point de vue technique, comment ces systèmes marchent, ça, c'est les 3 principaux dangers, problèmes ouverts qu'on n'a pas encore résolus et qui sont problématiques. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas résolus? Parce que c'est des problèmes complexes. Il ne suffit pas juste de rajouter plus de mathématiques, il n'y a pas de formule magique qui nous permet de résoudre ça. Donc il y a un domaine qui existe depuis, qui a été créé en même temps que l'IA, qui essaie de comprendre comment marchent ces systèmes. C'est un peu comme de la neuroscience, mais faite dans ces machines. Et pour l'instant, les résultats sont peu prometteurs. On peut dire, ah effectivement, on observe un peu plus d'activité dans telle couche du système que dans telle autre, mais ça ne nous donne pas assez d'informations pour réussir à résoudre le problème, ou même pour réussir à identifier quand est-ce que le problème arrive. Juste pour vous donner une idée de l'avancement purement technique dans cette catégorie-là. Donc il reste beaucoup de travail à faire, et on peut s'attendre à ce que les solutions ne soient pas purement techniques, mais soient plutôt dans l'encadrement et dans la régulation de ces systèmes. Donc ça, c'était donc les limites actuelles. Oui. Il y a une question très importante dont on a parlé juste avant. Oui. Le fait que l'IA s'utilise elle-même, et alors qu'on pensait qu'elle allait s'améliorer, vous me disiez tout à l'heure que ça peut être rigoureusement l'inverse. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment important. Si vous pouviez oui. C'est un bon point. Donc, aujourd'hui, quand on voit l'intelligence artificielle et qu'on compare à quel est le développement que ça a eu ces dernières années, on voit que c'est une sorte de courbe exponentielle. Et donc, il y a une grande question, c'est de se dire, est-ce qu'on va atteindre un plateau? Est-ce que ça va finir par se stabiliser et on n'aura plus tellement d'avancées? Est-ce que c'est vraiment le début et ensuite on va arriver à une sorte de point d'inflexion, une singularité et on aura une explosion d'intelligence? Il y a beaucoup de théories qui vont dans les deux sens dans le domaine, il n'y a pas encore de consensus scientifique derrière. D'un côté, il y a l'argument pour la singularité qui dit tous les 6 mois, on va doubler la quantité de ressources computationnelles qui sont allouées à ces systèmes. Et en général, juste le fait de mettre plus de ressources, ça suffit à avoir plus de capacités sans avoir de changement structurel. On ne va pas forcément créer une nouvelle architecture, on ne va pas forcément améliorer l'équation, on va juste mettre plus de ressources, un plus gros ordinateur, et par exemple, ça va résoudre des problèmes qu'on observait avant, ça va avoir des meilleures performances. Donc ça a tendance à nous faire croire, si cette tendance continue, ça s'appelle la loi de Moore en général, on va avoir une exponentielle. D'un autre côté, les gens qui ont plutôt l'argument du plateau nous disent « Ok, aujourd'hui on a des systèmes qui ont lu tout Internet, on va avoir un problème en termes de données. On a peut-être épuisé la quantité de données de bonne qualité qui sont disponibles, et donc on va avoir un plateau, on va pas réussir à franchir ça. » À cette question, une réponse qui avait été proposée par les gens pro-singularité, c'était de dire « Mais l'IA aujourd'hui est capable de générer des données plutôt de bonne qualité, donc du texte qui ressemble à celui des humains, des images, etc. Donc on peut produire autant de données qu'on veut, et l'IA peut continuer de s'entraîner dessus. » Quelque chose qu'on observe aujourd'hui,
peut-être qu'avec un certain changement, ça résoudra le problème, mais aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'une IA qui s'entraîne sur un texte qu'elle a généré elle-même, au début, on va observer un plateau, et ensuite, on va même observer un déclin. C'est une sorte de consanguinité de l'IA, si on peut présenter ça avec cette analogie. Donc ça a tendance à rendre les gens un peu sceptiques de cette idée de singularité et d'explosion d'intelligence. Après, à tout moment, on peut avoir un changement de paradigme, une nouvelle architecture, une autre manière de concevoir ces systèmes, comme ce qu'on a eu en 2017. Donc on a eu une nouvelle manière de créer ces systèmes d'IA. L'IA, ça a été créé, donc ça a été formalisé dans les années 50. Ensuite, pendant 30 ans, on a observé un plateau, il y a eu le AI Winter, où les gens se disaient c'est fichu, on a fait le tour de cette technologie. Dans les années 80, on a inventé la base des réseaux de neurones modernes et les gens se sont il y a eu à nouveau un engouement pour cette technologie, on s'est dit ça y est, c'est le retour, on sait comment faire. Il y a eu à nouveau un plateau. Et ensuite, vers le début des années 2010, etc., on a commencé à voir des gens qui proposaient des approches différentes. Et en 2017, il y a eu un papier sur le mécanisme d'attention, qui est aujourd'hui en fait la principale révolution technologique qui a permis d'avoir les systèmes d'IA qui fonctionnent comme ils le sont aujourd'hui. Et donc, et l'attention, ça a été, donc on va dire vraiment un point transformatif dans l'évolution de l'IA, et personne ne pouvait vraiment le prédire. Donc si ça se trouve, on va avoir un nouveau changement de paradigme, peut-être qu'avec beaucoup moins de données, on va réussir à apprendre beaucoup plus. Par exemple, un humain aujourd'hui n'a pas besoin de lire tout Internet pour réussir à avoir des réflexions, pour réussir à écrire du texte cohérent. Donc c'est pas une possibilité à exclure, mais personne n'est capable d'assigner une probabilité de dire « Ah, c'est très probable, c'est très peu probable ». On ne sait tout simplement pas. Et en attendant, on ne sait pas si le paradigme actuel va être suffisant et il suffisera de mettre plus d'ordinateurs et plus de ressources pour que ça continue de croître. S'il faudra plus de données, c'est tout simplement une question ouverte. Je n'ai pas la prétention de vous dire, écoutez, voilà ce qui va se passer. Il y a vraiment des très bons arguments dans les deux sens. Il peut y avoir des révolutions technologiques qu'on n'anticipe pas. Mais dans tous les cas, on n'a pas d'argument qui nous fait croire que c'est impossible. On ne peut pas assigner une probabilité zéro. Donc, à mes yeux, c'est une raison suffisante pour quand même se poser la question comment on utilise ces systèmes, comment on les encadre, etc. Et en soi, même avec les systèmes d'aujourd'hui, on observe déjà plein de problèmes, on les intègre quand même dans notre société. Je ne sais pas si vous alliez aborder ça, mais en Albanie, ils ont désigné un système d'IA comme ministre, parce que soi-disant, c'est moins susceptible d'être corrompu. Donc on peut se poser la question. Peut-être qu'on a envie de mieux comprendre ces systèmes avant de leur donner autant de responsabilités, de les intégrer dans nos démocraties, dans nos sociétés. Pour revenir au côté technique, donc ça c'était une petite parenthèse sur est-ce qu'on aurait une singularité, est-ce que les données suffisent. Comment est-ce qu'on utilise ça aujourd'hui? Même avec les capacités limitées, les problèmes que j'ai mentionnés, le fait qu'on ne peut pas encore faire confiance à ces systèmes parce qu'on ne les comprend pas entièrement, on est de plus en plus en train de les incorporer à toutes les couches de notre société. En science, aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Quand on fait du code, tout le monde l'utilise. Pourquoi? Même si on n'est pas sûr, qu'on ne leur fait pas confiance à 100%, c'est juste un gain d'efficacité tellement grand qu'on ne peut pas ne pas les utiliser. C'est comme quelqu'un qui refuserait d'utiliser un ordinateur pour travailler dans un bureau. Ça nous donne trop de désavantages. Donc aujourd'hui en science, c'est le status quo. Tout le monde utilise ça. Un exemple, un chiffre parlant, c'est qu'à Google aujourd'hui, cette année, il y a 25% du code qu'ils produisent qui est généré par IA. Comment est-ce que cette tendance va continuer? C'est dur de dire, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand on produit beaucoup de code par IA, au bout d'un moment, si on veut le résoudre, il faut quand même qu'un humain, si on a un problème et que l'IA n'est pas capable de résoudre ce problème, on va quand même appeler l'ingénieur qui est là depuis 40 ans, lui dire écoute, est-ce que tu peux regarder, résoudre ce problème, maintenant on est bloqué, on a fait le tour. Est-ce que on va avoir des IA tellement puissantes qu'on n'aura même plus besoin d'avoir ça? Est-ce qu'on va plateau et on va se rendre compte, en fait, ce code, finalement, sur le long terme, est de mauvaise qualité, il est difficile à entretenir? Aujourd'hui, on ne sait pas. Et une fois de plus, ça revient à la question de la singularité. Est-ce qu'on aura une explosion de capacités? Est-ce qu'on aura un plateau? Est-ce qu'on aura un déclin? Est-ce qu'on aura des raisons externes qui nous donneront moins de ressources computationnelles? Peut-être qu'il y aura une crise climatique, on n'aura pas autant d'eau, d'électricité qui peut être allouée à ça. C'est aussi une possibilité à tenir en compte. Mais bon, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'utilise. Dans d'autres domaines, à la Commission européenne, il y a beaucoup de questions sur utiliser ces systèmes dans les processus pour prendre des décisions. Et c'est vrai que sur beaucoup d'aspects, la manière de prendre des décisions aujourd'hui, elle est peut-être sous-optimale. Quand il y avait les débats sur le EU AI Act, qui est la législation européenne pour encadrer ces outils, qui définit quels usages sont possibles ou pas, comment est-ce que les développeurs d'IA devraient, qu'est-ce qu'ils doivent vérifier, on va dire, comme critères, comme mesures de sécurité. Pendant qu'il y avait cette discussion, la dernière, ça a pris 26 heures. Pendant 26 heures, les gens sont restés debout dans une salle en prenant peut-être une pause café de temps en temps. On peut se dire peut-être que ça, en tant que processus de décision, les gens ne prennent pas forcément les meilleurs choix au bout de 26 heures debout. Donc peut-être
incorporer l'IA à certaines strates de ce système, ça pourrait raccourcir ça, ça pourrait faire que les humains se concentrent seulement sur les parties les plus importantes. Mais on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui est un bon usage ou un mauvais usage? En tout cas, aujourd'hui, les gens ont envie. Il y a vraiment une pression très forte à utiliser ces systèmes parce que on a l'impression que ça représente un gain d'efficacité, au moins sur le court terme. La question sur le long terme n'est pas encore définie et on ne sait pas encore quelles répercussions ça va avoir. Donc, mais malheureusement, enfin, à mes yeux malheureusement, on est dans une sorte de course, une dynamique de course où chacun va être le premier à développer ces systèmes, à les utiliser parce que ça représente un avantage stratégique en fait par rapport aux autres. Si j'ai une IA qui est plus douée que les autres, que je peux faire du code plus vite ou que je peux prendre des décisions plus vite, que je peux avoir plus de développer mes produits plus vite, même si on n'est pas sûr de ce que ça représente, même si on n'a pas de manière de quantifier le risque, aujourd'hui, on les utilise quand même. Donc peut-être pour boucler ça un peu et ensuite pour vous laisser la parole, la tendance aujourd'hui, c'est d'incorporer ces systèmes de plus en plus. Dès qu'on identifie en fait une utilisation où l'IA peut d'une manière ou d'une autre accélérer les choses, on va essayer de le faire. Et on n'a pas encore, en tout cas, les arguments qui vont vers le ralentissement ou les arguments qui vont vers essayer de mieux comprendre la sécurité, ça reste quelque chose qui est plutôt encore dans l'académique, qui est encore un peu négligé. Il y a des fois des équipes de sécurité dans les grands labos, mais ça vient un peu après. Pour résumer tout ça, aujourd'hui, la recherche en sécurité de l'IA ou sur les effets sur le long terme, c'est quelque chose qui est fait de manière réactive. Une fois qu'on a développé ces systèmes, une fois qu'ils sont intégrés, on va se poser la question, on va dire, ok, maintenant on observe ce qui se passe. Et c'est pas encore fait de manière proactive, on essaie de comprendre pendant le développement quels effets, quelles répercussions, quels problèmes vont être posés plus tard. Donc j'espère qu'avec ça, donc c'est un peu plus clair, ok, maintenant de quoi on parle, c'est quoi le state of the art aujourd'hui. Et sur ce, je vous laisse la parole, Anne, pour détailler un peu tout le reste sur l'impact sur nos démocraties, sur nos sociétés. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre invitation, merci de m'accueillir. Donc la communication que je vais vous proposer, je l'ai intitulée Pharmacologie de l'intelligence artificielle. Comment l'IA donc transforme-t-elle nos esprits et nos sociétés? Et effectivement, c'était très bienvenu ce petit topo parce que je vais pouvoir m'appuyer sur tout ce qui a été dit et puis essayer de développer mes réflexions sur cette base. Donc, la question de l'intelligence artificielle, je vais commencer par une petite introduction un peu générale, disons, pour, non pas pour refaire l'histoire de l'intelligence artificielle, ça a déjà un tout petit peu été fait, et puis de toute façon, c'est pas le but, mais simplement pour vous exposer un peu la manière dont j'entends poser les questions. Et puis à l'issue de cette introduction, je vous annoncerai le déroulé de mon propos et je commencerai mon propos. Donc, l'intelligence artificielle, vous avez remarqué que c'est un terme qui est devenu un terme courant, qu'on utilise tous les jours, on le voit beaucoup dans les médias, etc. C'est un terme qu'on utilise pour désigner à peu près tout et n'importe quoi, c'est-à-dire tous les dispositifs numériques, informatiques, algorithmiques qui nous entourent. Donc, on va parler... Ah, pardon, vous voyez mes livres, voilà. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin à l'issue de cette conférence, vous pouvez vous procurer ces deux petits ouvrages qui sont relativement courts et qui sont des ouvrages très grand public, qui portent sur la question de l'intelligence artificielle de manière générale. Mais disons que le premier, Schizophrénie numérique, s'intéresse surtout à la question de ce qu'on appelle... les algorithmes de recommandation et le rôle que ceux-ci jouent sur les réseaux sociaux et comment tout cela affecte nos capacités d'attention, de réflexion et évidemment la vie démocratique. Et le second, de la bêtise artificielle, porte plus spécifiquement sur ce qu'on appelle un peu malheureusement à mon avis l'intelligence artificielle générative et là encore sur ces enjeux à la fois psychiques, culturels, sociaux et politiques. Voilà. Ceci étant dit, donc, vous avez remarqué que l'intelligence artificielle est un terme qui est très utilisé aujourd'hui pour désigner à peu près tout et n'importe quoi, comme je le disais. On parle de téléphone intelligent, de ville intelligente, on parle d'apprentissage automatique, d'intelligence artificielle générative, etc. Et en fait, cette notion, on parle même d'agent computationnel ou d'agents virtuels ou de compagnons numériques aujourd'hui. Et en fait, toutes ces notions, vous voyez, elles ont un point commun.
à chaque fois, on anthropomorphise les dispositifs, en fait, on anthropomorphise les machines. Donc, on va parler d'intelligence, d'apprentissage, d'agentivité, comme si on avait affaire, en fait, à des doubles de l'humain. Alors, cette manière de parler de nos technologies, sur laquelle on pourrait s'interroger au premier abord, elle n'est pas du tout nouvelle. En fait, elle a des origines assez anciennes et notamment déjà dans les années 1990, comme vous pouvez le voir sur ces couvertures d'ouvrages qui datent de 1990 et 1999, on parlait de machines intelligentes, de machines spirituelles et donc la personne qui en parle en l'occurrence, c'est Raymond Kurzweil qui était un ingénieur qui travaillait pour l'entreprise Google et qui est l'un des fondateurs du mouvement transhumaniste aux États-Unis. Donc, avec ce mouvement transhumaniste vient ce mythe de la singularité technologique, enfin que Jean-Gabriel Ganassia désigne ici comme un mythe dans cet ouvrage, selon lequel on arriverait bientôt à des performances computationnelles telles qu'on serait capable de dépasser les performances, entre guillemets, des intelligences humaines. Donc, cette idée qui, là encore, ne date pas du tout d'hier, qu'on pourrait faire remonter, je pense, jusqu'aux années 50 environ, à mon avis. En tout cas, elle est aujourd'hui très présente avec les avancées de l'IA générative. Si vous lisez un petit peu les discours de Sam Altman, qui est le directeur de OpenAI, qui produit donc le produit ChatGPT, ou bien les discours de la direction de DeepSeek, vous verrez qu'ils nous promettent de travailler pour arriver à ce qu'ils appellent donc la singularité technologique ou la super-intelligence ou l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire un système qui serait capable non pas d'effectuer une tâche spécifique déterminée, mais n'importe quelle tâche et qui serait aussi générale dans ses performances, disons, que les intelligences humaines. Et donc, sur cette lettre, qui était une lettre qui avait été publiée à l'issue du lancement de ChatGPT en 2023, qui avait été co-signé notamment par Elon Musk et par beaucoup d'autres experts du domaine. C'était avant que Elon Musk ne produise lui-même sa propre IA générative. Il avertissait tout le monde sur les dangers, évidemment. Et dans cette lettre, eh bien, vous allez lire des choses comme l'idée selon laquelle des esprits numériques vont bientôt dépasser les capacités humaines et que ce serait ça en fait le principal danger. Donc encore une fois, machine spirituelle, machine intelligente, machine apprenante, esprit numérique, on est en pleine anthropomorphisation de ces dispositifs. Or, cette tendance à anthropomorphiser les machines, en fait, elle avait été mise en question et cela depuis un certain temps, notamment par ce philosophe qui s'appelle Gilbert Simondon et qui écrivait en 1958, donc ce livre qui s'appelle Du mode d'existence des objets techniques. 1958, c'est 2 ans après la conférence de Dartmouth, qui est le coup d'envoi, disons, du programme de recherche en intelligence artificielle en 1956 aux États-Unis. Donc Gilbert Simondon, dans l'introduction de ce livre, nous avertissait déjà contre cette conception des dispositifs technologiques qui les envisagent comme des doubles de l'humain. Et en fait, ce que disait Simondon, c'est que quand on attribue des capacités psychiques, mentales, intellectuelles à ces dispositifs, en fait, le problème, c'est qu'on ignore leur fonctionnement technologique, ce qu'on a justement essayé de comprendre un petit peu auparavant, c'est-à-dire le fait qu'il y a un processus de vectorisation, donc de transformation de données textuelles, imagées, sonores, sous forme de vecteurs, donc on peut dire de nombres, en fait, que ces vecteurs sont transformés en d'autres vecteurs dans des espaces mathématiques à plusieurs dimensions qu'on appelle des espaces latents, etc. Et que tout ça est un processus évidemment très complexe et que quand on parle d'intelligence, tout simplement, on efface tous ces processus et on s'empêche potentiellement de comprendre ce qui se joue. Ça, c'était le point de Simondon. Et le directeur de thèse de Simondon, enfin, directeur de thèse c'est un grand mot, mais disons la personne qui encadrait un petit peu ses travaux était Georges Canguilhem, qui est un autre philosophe très important dans le champ de la philosophie des sciences et des techniques, et qui lui avait prononcé une conférence en 1980 intitulée Le cerveau et la pensée, dans laquelle il était très critique à l'égard de notions comme les notions de cerveau conscient, machine artificielle, machine consciente, intelligence artificielle, en disant finalement toutes ces notions, elles présentent un problème parce qu'en attribuant ces capacités aux machines, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on masque le travail humain qui est derrière. Alors, le travail humain, et puis aussi, comme on l'a dit tout à l'heure,
tous les processus humains de choix qui sont, qui précèdent à l'existence de ces machines. Parce qu'évidemment, pour fabriquer un dispositif comme ChatGPT, vous allez avoir besoin d'aller faire travailler des Kenyans que vous allez sous-payer pour faire le tri dans les jeux de données et pour indexer les données et puis éviter que la machine soit pleine de données violentes, pornographiques, etc. Vous allez aussi avoir besoin effectivement de mathématiciens qui vont développer des modèles très complexes. Et puis, vous allez avoir besoin, pendant cette phase d'alignement, de personnes qui vont décider comment la machine va répondre, ce qu'elle va dire ou pas, les questions auxquelles elle va accepter de répondre ou non, comment elle va se comporter avec l'utilisateur, etc. Donc en fait, tout ça, ce sont des choix, évidemment. Des choix qui sont loin d'être démocratiques. Et donc quand vous parlez de la conscience, de la volonté, de l'intention ou de l'intelligence de la machine, vous risquez de masquer en fait ces choix et le pouvoir en fait de ceux qui les font. Donc, par exemple, si vous utilisez ChatGPT ou si vous utilisez Grok, vous pouvez poser la même question, vous n'aurez pas du tout les mêmes types de réponses parce que tout simplement, les choix idéologiques qui sont derrière sont complètement différents. Bon, donc en fait, moi, pour cette raison, je préfère éviter de parler d'intelligence artificielle et je préfère parler d'automates computationnels. Alors, pourquoi parler d'automates computationnels ? Parce que je crois que nous sommes face en fait à un nouveau processus d'automatisation. Vous savez que la seconde révolution industrielle, le machinisme, le développement de machines mécaniques, a donné lieu à l'automatisation des savoir-faire et donc à l'extériorisation des savoir-faire dans des machines mécaniques qui vont donner lieu à ce qui a été décrit par Marx, par exemple, comme un processus de prolétarisation. C'est-à-dire que l'ouvrier qui était un artisan va extérioriser ses savoir-faire dans la machine et va finalement se soumettre à la machine et devenir prolétarisé parce qu'il est dépossédé de ses savoir-faire. Aujourd'hui, avec ces machines numériques, nous sommes face, à mon avis, à un nouveau phénomène d'automatisation, non plus l'automatisation des savoir-faire, mais l'automatisation des savoir-penser et leur extériorisation possible dans des machines algorithmiques. C'est exactement de ça qu'on parlait tout à l'heure quand on parlait de la délégation de la prise de décision à des machines qui font des calculs statistiques sur des quantités massives de données. Donc, il y a ce risque de prolétarisation qui me semble très important, qui a été décrit bien sûr par Marx en ce qui concerne le machinisme industriel, et puis par Bernard Stiegler, qui est un philosophe beaucoup plus contemporain, en ce qui concerne l'automatisation numérique. Et alors, pourquoi est-ce que nos savoirs-pensés peuvent-ils être automatisés ? Comment cela est-il possible ? Eh bien, cela est possible parce qu'en réalité, nos capacités mentales, intellectuelles, psychiques, elles ne sont pas, si vous voulez, purement mentales, intellectuelles ou psychiques. Elles ne sont pas situées seulement dans nos cerveaux. Elles ne sont pas une affaire juste de connexion entre neurones. En fait, elles s'exercent toujours dans un agencement à des dispositifs techniques, matériels, médiatiques. Pardon. Excusez-moi, je passe quelques slides parce que ma présentation est beaucoup trop longue, donc de toute manière, il faut que je raccourcisse. C'est ce que l'anthropologue Jack Goody a appelé des technologies intellectuelles. Et qu'est-ce que voulait dire Jack Goody ? Il voulait dire tout simplement que parfois, en tant que chercheur, en tant que penseur, en tant que théoricien, en tant que philosophe en particulier, on croit que quand on pense tout seul en fait. On pense dans notre tête, comme on dit dans le langage courant. Or, ce qu'explique Goody, c'est que quand on pense toujours avec des outils, avec des dispositifs. Là, par exemple, moi, je pense avec mes images. Quand on pense avec un crayon et une feuille de papier, évidemment, on est agencé à un certain dispositif technique, celui de l'écriture, de la lecture. Quand on écrit avec un logiciel de traitement de texte, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, en fonction de la manière dont a été configuré ce logiciel de traitement de texte. Donc, on pense différemment. Et tous ces dispositifs, en fait, sont des technologies intellectuelles qui transforment la manière dont nous pensons. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas une pensée qui précéderait son extériorisation technique. Nous pensons au moment même où nous extériorisons techniquement le sens. Et c'est donc le sens de cette notion de technologie intellectuelle que développe Jack Goody. Et donc moi, ce que je soutiens, c'est que la révolution que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est pas seulement une révolution technologique, scientifique ou industrielle, mais c'est une révolution dans l'histoire de ces technologies intellectuelles. Et que ce qui se joue aujourd'hui, c'est une transformation non seulement des technologies qui nous entourent, mais aussi de nos manières de penser et peut-être même de nos cerveaux.
parce que vous savez peut-être ou pas, je ne sais pas si vous connaissez ses travaux, mais que Marianne Wolf, qui est une neuroscientifique, a montré que en fonction des médias que nous utilisons, eh bien, nous n'effectuons pas les mêmes connexions neuronales, si vous voulez. Donc, l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, implique la formation de certaines connexions neuronales dans notre cerveau, joue un rôle dans ce qu'on appelle la synaptogénèse, donc la formation des synapses. Et quand nous passons du papier, de l'imprimé au numérique, eh bien, évidemment, nous ne lisons pas de la même manière, nous n'écrivons pas de la même manière, bien souvent, nous lisons beaucoup moins ou beaucoup plus vite, etc. Et cela transforme notre activité cérébrale. Et donc, Marianne Wolf parle d'un cerveau lettré et d'un cerveau digital. Donc, c'est pour ça qu'une des questions que j'aimerais adresser à toutes les personnes qui comparent les machines au cerveau humain, j'aimerais leur demander, mais quel type de cerveau? Un cerveau lettré, un cerveau digital, un cerveau de ceux qui taillaient leur silex taillé, vous voyez? De quel cerveau s'agit-il? Parce que moi, le cerveau humain, en fait, je ne sais pas ce que c'est. Et les neurosciences nous prouvent aujourd'hui qu'on ne sait pas ce que c'est, puisque le cerveau est intrinsèquement plastique et ne cesse de se former, de se déformer, de se transformer en fonction des milieux médiatiques dans lesquels il existe. Donc cette mutation en fait dans l'histoire des technologies intellectuelles, eh bien je pense que pour l'aborder, il faut remonter un petit peu en arrière. C'est-à-dire que contrairement à la tendance dominante qui consiste en fait à se projeter vers une super intelligence artificielle, vers des esprits numériques à venir, etc. Moi, je préfère retourner un petit peu en arrière, même bien en arrière, pour étudier un petit peu la première technologie intellectuelle qui a fait l'objet, je dis bien qui a fait l'objet, d'une thématisation philosophique. Parce qu'évidemment, il y a énormément de technologies intellectuelles, elles sont très variées, mais à l'origine de la philosophie, si vous voulez, il y a une interrogation sur une technologie intellectuelle très spécifique qui est celle de l'écriture alphabétique. Et donc le fait de m'interroger un petit peu sur cette technologie intellectuelle-là, qui par ailleurs n'est pas sans lien avec les technologies informatiques et numériques qui existent aujourd'hui, parce que je rappelle que ces technologies sont nées dans un milieu informatique, dans un milieu alphabétique, pardon, et que cela n'est pas du tout un hasard, à mon avis, mais je ne développerai pas sur ce point. En tout cas, il me semble que les questions qui ont été posées, en l'occurrence par Platon, au sujet de l'écriture alphabétique, peuvent nous aider à comprendre les enjeux de l'écriture numérique ou algorithmique aujourd'hui. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et si j'ai le temps, j'espère que j'aurai le temps, dans une troisième partie, j'essaierai de vous montrer comment, face aux risques qui se présentent, à mon avis, concernant les intelligences artificielles génératives dans les sociétés contemporaines, on pourrait adopter ces dispositifs pour en faire autre chose et les mettre au service de l'intelligence collective. Mais peut-être que ça, ce sera seulement la discussion, parce que comme je le disais, il faut que je raccourcisse ma présentation. Donc, tout d'abord, pour recommencer un petit peu avec Platon, eh bien, en fait, dans un des dialogues assez célèbres de Platon, le dialogue qui s'appelle le Phèdre, Platon, par l'intermédiaire de Socrate, bien sûr, donc on ne sait jamais si c'est Socrate ou si c'est Platon, mais enfin bref, les philosophes s'interrogent sur l'origine de l'écriture. Pourquoi est-ce qu'ils s'interrogent sur l'origine de cette écriture à cette époque? C'est tout simplement parce que l'écriture alphabétique est en train de se diffuser massivement dans la société grecque. Et Platon, comme souvent, quand il pose un problème d'origine, eh bien, il recourt à la mythologie, parce que la philosophie, le discours rationnel, ne suffit très rarement pour parler de l'origine. C'est encore vrai aujourd'hui, on tombe dans des régressions à l'infini. Donc, c'est le mythe qui sert à nous faire penser les origines. Et c'est le cas dans ce dialogue, en tout cas, pour parler de l'origine de l'écriture. Platon convoque un mythe égyptien, le mythe égyptien de l'origine de l'écriture, dans lequel Thoth, que vous voyez ici à l'écran, est le dieu qui a inventé l'écriture. Pardon, parce que... Alors, c'est dommage. Bon, c'est dommage. Je voulais vous montrer une autre image, mais c'est pas grave, vous ne la verrez pas parce que j'ai oublié de l'intégrer dans ma présentation. En tout cas, Thoth est le dieu de l'écriture. Son équivalent grec, c'est Hermès, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est lui aussi le dieu de l'écriture. Et tous les deux, dieux de l'écriture, sont aussi les dieux des mathématiques, de l'astronomie, de la géométrie. D'accord ? Donc l'écriture et le calcul ont partie liée.
Et Teut, quand il invente cette technologie de l'écriture, eh bien, il la présente au roi des Égyptiens, qui s'appelle Tammuz, en lui disant, vous n'êtes pas obligé de lire ce texte parce que ça va être indigeste, en lui disant, voilà, j'ai trouvé un remède pour la mémoire et pour l'instruction, grâce à l'écriture, nous allons pouvoir conserver beaucoup plus de savoir qu'auparavant. Parce que nous, avec nos petites mémoires humaines, on oublie la moitié de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, de ce qu'on vit. En plus, on se souvient bien souvent que de ce dont on veut bien se souvenir. Le reste, on préfère l'oublier, donc on l'oublie. Et en plus de ça, on est extrêmement faillible, c'est-à-dire que au moment où nous disparaissons, eh bien, notre mémoire, nos souvenirs disparaissent avec nous. Donc ici, l'argument, si vous voulez, du Dieu inventeur de l'écriture, c'est de dire, grâce à l'écriture, vous allez pouvoir extérioriser toutes vos connaissances, vous allez pouvoir en retenir beaucoup plus, en beaucoup plus grande quantité, et puis surtout, elles vont vous permettre, si vous voulez, elles vont survivre, en fait, elles vont vous survivre. Donc, vous allez pouvoir transmettre les savoirs de génération en génération. C'est évidemment très intéressant. Et puis, Tammuz, qui est le roi des Égyptiens, lui répond, attention néanmoins, parce que tout de même, lorsque les citoyens égyptiens auront compris qu'ils n'ont plus besoin de retenir par eux-mêmes les savoirs parce que tout est stocké dans des supports matériels, en fait, ils ne vont plus exercer leur mémoire. Et donc, ils vont se déposséder de leur mémoire. Ils n'auront plus besoin de retenir par eux-mêmes. Et donc, en fait, ils vont devenir oublieux. C'est-à-dire que ce que tu nous présentes comme un remède pour la mémoire est en fait un poison pour la mémoire. C'est la raison, et même chose pour le savoir, dit Amos, puisque une fois que tous les savoirs seront extériorisés sur des supports, il suffira en fait de les apprendre par cœur, on n'aura plus besoin de les comprendre, et donc on les répétera bêtement. Et quel est le problème de répéter bêtement un savoir? En soi, pourquoi pas, hein. Mais le problème, c'est que quand on répète bêtement un savoir, on ne parvient pas à le faire évoluer. C'est seulement quand on le comprend et quand on l'interprète par nous-mêmes, d'une certaine manière, hein, même si ce nous-mêmes est très large, parce qu'il nous faut pour ça des enseignants, des collègues, des livres, etc. Mais une fois qu'on a compris quelque chose et qu'on l'a véritablement compris, on l'a interprété, on l'a individué, on l'a transformé. Et donc, c'est de cette manière-là que la culture peut évoluer, en fait. Donc, le risque, si vous voulez, c'est que les savoirs, finalement, soient un petit peu stérilisés, ne puissent plus évoluer. Et ce risque, pour Platon, il est très important en raison de la présence des sophistes dans la société grecque qui, eux, apprennent toutes sortes de discours par cœur, mais qui ne les comprennent pas, qui donc ne les renouvellent pas, qui les récitent tout simplement afin de persuader les citoyens, souvent en allant dans le sens des citoyens, hein, un petit peu comme ChatGPT quand il va dans votre sens et puis qu'il ne cesse de vous dire que vous êtes merveilleux et que vos questions sont extrêmement intéressantes. Le sophiste fait un petit peu la même chose, ce qui fait que les citoyens sont très séduits. Ils sont aussi très impressionnés par les performances rhétoriques des sophistes, un petit peu comme nous quand on est devant ChatGPT et qu'on se dit « Waouh, c'est incroyable d'avoir écrit un texte ». Voilà, et donc, si vous voulez, cette puissance de fascination, de persuasion, pour Platon, elle est très dangereuse parce qu'elle peut conduire à une forme de manipulation des esprits et des opinions, hein. On sait que des dispositifs comme ChatGPT vont aussi puiser certaines de leurs ressources dans des sites de désinformation qui ont été conçus exprès pour qu'ils aillent effectivement se nourrir là-dedans. Donc, on va voir que ces questions, hein, de la fascination, de la persuasion, de la manipulation, elles vont revenir aujourd'hui à l'époque de ces intelligences artificielles génératives. En tout cas, tout ça conduit Platon, finalement, enfin, dans son texte, à décrire l'écriture comme un pharmakon. Il utilise ce terme de pharmakon, qui est le terme grec par lequel on a, le terme grec que nous avons traduit par médicament, qui a donné lieu au terme de pharmacie. Or, ce sur quoi Jacques Derrida et Bernard Stiegler, qui sont deux philosophes contemporains qui, en fait, ont lu ce dialogue, qui l'ont interprété, qui l'ont, on va dire, retravaillé au XXIe siècle et qui l'ont beaucoup mobilisé, ce sur quoi ces deux philosophes insistent, c'est que cette notion de pharmakon, en grec, elle ne veut pas dire médicament, elle veut dire à la fois remède et poison, comme on l'a vu avec l'écriture, hein. À la fois un remède pour la mémoire, parce que je vais pouvoir retenir beaucoup plus de choses, je vais pouvoir soutenir ma mémoire, assister ma mémoire, mais aussi potentiellement un poison, parce que si je n'entraîne plus ma mémoire, et bien tout simplement, je la délègue, et donc je ne la pratique plus, et donc je la perds. Donc, si vous voulez, ce terme, il est extrêmement ambigu, il est ambivalent, et c'est ça qui fait sa richesse, selon les deux philosophes que je viens de citer, Jacques Derrida et Bernard Stiegler.
Et selon eux, en fait, cette dimension pharmacologique de l'écriture alphabétique, enfin de l'écriture en général, qui est, disons, suggérée par Platon, eh bien, selon eux, elle est valable en fait pour toute technologie. C'est-à-dire que toute technologie est à la fois une puissance d'augmentation et une puissance de diminution, c'est-à-dire une puissance curative, comme l'écrit ici Bernard Stiegler, et une puissance destructrice. Et à la fois, c'est-à-dire elle n'est jamais l'une sans l'autre ou l'autre sans l'une. Donc cette perspective pharmacologique, voilà, je vous ai mis une petite citation ici, je peux la lire. Tout objet technique est pharmacologique, il est à la fois poison et remède. C'est à la fois et ce qui caractérise la pharmacologie, qui tente d'appréhender par le même geste le danger et ce qui sauve. Toute technique est originairement et irréductiblement ambivalente. C'est ce qu'illustre à merveille ce film de Hayao Miyazaki, qui s'intitule Le vent se lève et que Bernard Stiegler avait beaucoup commenté également. Donc, si vous voulez, on a vu la dimension pharmacologique de l'écriture alphabétique, à la fois donc le risque d'extériorisation et de perte de la mémoire, de stérilisation de l'évolution culturelle et de manipulation des esprits. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que cette dimension pharmacologique, eh bien, elle concerne aussi, comme l'avait prévu de manière visionnaire des penseurs comme Derrida ou Stiegler, l'écriture numérique, algorithmique, et en particulier les intelligences artificielles génératives qui nous entourent aujourd'hui. Je précise que cette dimension pharmacologique, elle est très antagoniste avec la dimension transhumaniste, disons, qui est dominante aujourd'hui et qui considère que toute technologie est toujours d'emblée une augmentation, une solution à tous nos problèmes. Ici, il s'agit vraiment de se dire que, bien sûr, on augmente quelque chose, notamment bien souvent l'efficacité, la productivité, la vitesse, mais cette augmentation contient en elle-même une diminution ou une destruction. Et qu'on ne peut pas nier cette part maudite-là, si je puis dire. Donc, quels sont les dangers des automates numériques contemporains pour nos esprits et pour nos sociétés, pour nos capacités psychiques, mentales et pour la culture collective? En fait, on peut vraiment se poser le même type de questions que se posait Platon à l'époque, en se demandant, finalement, quand nous utilisons un logiciel comme ChatGPT, qu'est-ce que nous déléguons? Quelle est la capacité que nous allons extérioriser, que nous allons déléguer à la machine, et donc pour laquelle il va y avoir un petit risque d'une certaine manière? La capacité que nous déléguons à la machine, c'est avant tout, j'avais prévu un petit topo sur comment fonctionnent ces machines, mais comme ça a déjà été très bien expliqué, je n'y reviens pas. Donc vous voyez, je passe cette étape et c'est très bien comme ça. Qu'est-ce que nous déléguons à la machine? Eh bien, nous déléguons notre capacité d'expression. C'est-à-dire qu'au lieu de nous exprimer, alors bien sûr, je parle ici des usages courants, communs, quotidiens que nous pouvons faire de ces dispositifs. Je ne parle pas des usages spécifiques en sciences, par exemple dans la génération de code informatique ou bien des usages industriels opérationnels avec par exemple les IA agentiques, comme on les appelle aujourd'hui, qui vont automatiser certains process dans certains dispositifs, disons, de production industrielle. Je ne parle pas de ça, je parle vraiment de l'usage général que nous faisons de ces machines. Parce que moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, dans ma manière d'étudier les technologies numériques, que ce soit les réseaux sociaux commerciaux ou que ce soit les intelligences artificielles génératives, c'est vraiment de m'intéresser en fait de m'interroger sur les conséquences anthropologiques, culturelles et politiques. Donc ça implique forcément de s'intéresser aux usages les plus répandus, aux usages quotidiens. Et donc, ce que nous faisons quand nous utilisons de manière un petit peu quotidienne et basique, comme des consommateurs ou comme des utilisateurs, ces technologies que bien souvent nous ne comprenons pas du tout, eh bien, nous leur déléguons en fait nos capacités de produire du texte, de produire des images, de produire du son, autrement dit, nos capacités d'expression symbolique. Et évidemment, cela va avoir certains enjeux. Donc, cela va poser certains problèmes. L'un des problèmes qui a été relevé récemment, c'est celui de la dette cognitive. Une étude du MIT a montré que lorsque nous utilisons en fait ces dispositifs, en particulier ChatGPT, mais c'est valable, je pense, pour tous les générateurs automatiques de texte qui fonctionnent de la même manière, parce que vous avez remarqué qu'ils fonctionnent tous à peu près
de la même manière par rapport au nombre infini de possibilités techniques qu'il y aurait à développer, hein, et à la technodiversité possible. Voilà, c'est un peu triste de voir qu'ils fonctionnent tous pareil. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Mais le point important, donc, c'est de voir que quand nous utilisons ces dispositifs, eh bien, selon cette étude, il y a certaines zones cérébrales qui ne vont pas être mobilisées, et notamment celles qui sont associés à l'intégration du sens et à la production du sens. Et donc, ça veut dire qu'en fait, nous ne mobilisons pas ces activités lorsque nous utilisons ces dispositifs, et c'est la raison pour laquelle les personnes concernées par l'étude, bien souvent, ne se reconnaissent pas comme auteurs des textes produits. Alors, ne pas se reconnaître comme auteur des textes produits, comme je dis tout le temps, bon, ça pose un problème si vous touchez beaucoup de droits d'auteur, mais en fait, en réalité, comme on en touche très peu quand on est un petit auteur qui ne vend pas beaucoup de livres, eh bien, ce n'est pas les droits d'auteur le problème. Le problème, c'est que se reconnaître auteur d'un texte, c'est se reconnaître responsable d'un texte. C'est porter la responsabilité d'un texte. Donc, le fait de ne plus se reconnaître auteur du texte, c'est potentiellement se déresponsabiliser à l'égard de ce texte. Alors, quand il s'agit d'un petit poème que vous avez écrit le soir dans votre cuisine, ce n'est pas un souci. En revanche, quand il s'agit de prise de décision à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, à l'échelle d'un pays, ou par exemple, quand vous déléguez ce type de fonction à un ministre, IA, bon, on ne devrait pas parler d'un ministre IA, encore une fois, on est en plein dans l'anthropomorphisation, mais disons quand vous déléguez la prise de décision collective et politique à un automate algorithmique qui n'a rien de neutre, puisqu'il a été entraîné lui-même. On lui a donné des données, on lui a donné des consignes. Hein, une machine neutre, ça n'existe pas. Bon, eh bien, quand vous déléguez cette prise de décision à un automate algorithmique, évidemment, il y a un risque de déresponsabilisation des acteurs politiques. Hein, risque qui peut être très dangereux quand on parle d'une décision importante. Quoi qu'il en soit, donc, non seulement les usagers vont ne pas se reconnaître auteurs, mais surtout, ils vont s'habituer évidemment à générer du texte avec ces machines-là. Et quand on leur demande de produire un texte, de rédiger un texte sans le logiciel, eh bien évidemment, ça devient très compliqué de réactiver les zones cérébrales qui ont été abandonnées, en fait, qui n'ont pas été exercées. Et donc, on se retrouve dans une situation que ces auteurs appellent de dette cognitive. Moi, j'appelle ça la dépendance technologique. Hein. On n'utilise pas les mêmes termes, mais c'est pour dire exactement la même chose. Ça veut dire que nous sommes dépendants de l'outil, qui en l'occurrence n'est pas seulement un outil comme un marteau, mais qui est un service, un produit qui a été, on va dire, lancé sur le marché par une entreprise américaine privée. Et donc, si vous voulez, ce risque de dépendance, il nous rappelle beaucoup les réflexions de Platon, parce que vous savez que l'une des traductions pour le terme de pharmacone qu'avait proposé Jacques Derrida, c'était la traduction de drogue. Hein. Il avait dit, en fait, on ne peut pas parler de médicament parce que le médicament, on a une idée trop bénéfique du médicament. Or, ce qui est à la fois remède et poison, c'est la drogue. Parce que la drogue, en fait, si vous la prenez, c'est que vous en avez besoin, donc c'est qu'elle vient remédier à quelque chose. Mais en même temps, ça peut très vite devenir un poison et surtout, vous en devenez dépendant. Donc là, on est face à ce phénomène de dépendance. Et il y a aussi évidemment une forme de prolétarisation, c'est-à-dire une prolétarisation potentielle de l'expression. On ne va plus s'exprimer par nous-mêmes, mais on va déléguer cette capacité et potentiellement la perdre. Bon, je passe un petit peu là-dessus, puisque la chose sur laquelle je voulais insister néanmoins sur ces questions de prolétarisation linguistique, prolétarisation expressive, prolétarisation symbolique, c'est qu'il y a des mécanismes d'influence politique qui sont à l'œuvre, puisqu'évidemment, les catégories utilisées par ces grands modèles de langage ne sont pas neutres. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plusieurs types de biais. Il y a des biais statistiques qui sont liés au fait que ce sont des machines qui font des calculs probabilistes sur des quantités massives de données, donc qui renforcent ce qui est probable. Donc les expressions probables sont souvent utilisées, les expressions improbables sont quasiment pas. Et évidemment, tout ça a une influence, et puis il y a les biais idéologiques aussi, en fonction de comment la machine a été entraînée, alignée, lapsus révélateur, et tout ça évidemment va vous conditionner
une certaine forme de langage, certaines catégories sont mobilisées par la machine et pas d'autres. Même les jeux de données, hein, elles ont été entraînées sur certains jeux de données. Il y a eu des études sur la question de la prédominance de l'anglais, évidemment, dans les jeux de données qui sont sur Internet et qui ont nourri ces machines, et donc de tous les biais linguistiques qui peuvent entrer en compte dans les textes générés par ces dispositifs-là. Et donc, si vous voulez, toutes ces catégories-là, eh bien finalement, nous, à force d'utiliser ces dispositifs, nous allons en fait les intérioriser, en fait, les naturaliser. Hein. C'est ce qu'a montré cette étude que vous voyez à l'écran, qui montre que les scientifiques qui avaient utilisé ChatGPT pour écrire des articles scientifiques, en fait, ensuite, dans leurs conférences à l'oral, ils mobilisaient beaucoup plus certaines catégories et beaucoup moins d'autres, parce que c'était les catégories qui étaient valorisées par ces machines. Vous voyez ? Donc, en fait, ce ne sont pas vraiment les machines qui imitent les humains, en réalité. Ce sont plutôt nous, les humains, qui sommes façonnés, conditionnés par ces dispositifs et qui allons finir, finalement, par parler plus ou moins comme ChatGPT. Ou comme Grok, voilà, selon vos préférences. Bon, il y en a quelques autres aussi, mais voilà. Et puis surtout, il y a un enjeu pour la culture collective. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est en renouvelant nos catégories de pensée, notre langage, et c'est en renouvelant toutes nos disciplines, que ce soit les disciplines artistiques, les disciplines scientifiques, les disciplines philosophiques, c'est en renouvelant toutes ces disciplines que nous allons et bien que nous allons transformer et faire évoluer notre culture collective. Or, comme ces machines sont purement statistiques, en fait, elles ne peuvent pas produire du nouveau. Elles produisent toujours des choses à partir des données passées et de manière statistique ou probabiliste. Donc, elles renforcent les moyennes, elles renforcent ce qui est déjà très répandu sur Internet, c'est-à-dire elles renforcent les stéréotypes, en fait. Mais tout ce qui est rare, tout ce qui est un écart par rapport à la norme, une anomalie, une originalité, une singularité, eh bien, en fait, n'est jamais pris en compte par les calculs statistiques. Hein. C'est le principe des calculs statistiques. Et donc, bien sûr, il y a des effets d'aléatoire, il y a des effets de surprise, mais fondamentalement, il y a un risque pour le renouvellement de la culture collective, en particulier, comme on le disait tout à l'heure, quand ces machines se nourrissent des données déjà automatiquement produites. Parce que si vous voulez, et c'est vous avez cité tout à l'heure le terme, excusez-moi, il m'échappe, qui désigne le fait que ces intelligences artificielles se nourrissent elles-mêmes et du coup non. La consanguinité, voilà. Alors, moi je n'utilisais pas du tout ce terme pour désigner ce phénomène, mais je trouve que, encore une fois, c'est un terme anthropomorphique, mais ça, malheureusement, bon, on est un petit peu contraint par cette idéologie qu'on a complètement intériorisée. Moi, je parlais d'anthropisation. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire l'anthropisation ? Ça veut dire qu'en fait, vous avez un système qui, de par son fonctionnement, détruit ses conditions de possibilité. C'est-à-dire que la condition de possibilité de fonctionnement et d'efficacité de ces systèmes, c'est que grâce à des données produites par des humains, ils arrivent à produire des données semblables à celles des humains. Mais petit à petit, comme ils en produisent de manière massive et industrielle au point d'inonder, évidemment, le web et Internet, eh bien, ils se nourrissent eux-mêmes de ce qu'ils ont produit et deviennent de moins en moins bons, parce qu'en fait, ce sont des calculs probabilistes effectués sur des textes déjà générés par des calculs probabilistes. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous faisiez la photocopie d'une photocopie d'une photocopie, c'est qu'au bout d'un moment, forcément, la qualité, vous perdez en qualité. Hein. C'est ce qui illustre cette illustration. Et donc, ce problème, en fait, voilà, ça veut dire que plus on va les utiliser et moins elles deviendront pertinentes. Donc, on est face à un système qui, en fait, s'auto-détruit de par son fonctionnement. C'est ce que je désigne par cette notion d'anthropisation qui est un peu, je veux dire, qui est peut-être pas une bonne notion, mais disons, j'en ai pas d'autres pour le moment. Donc, en attendant, voilà. Et donc, ce devenir anthropique de ces systèmes, en fait, c'est très proche de ce que Bernard Stiegler décrivait sous le nom d'entropie informationnelle. C'est pour cette raison que j'utilise ce concept, mais je peux comprendre que ce soit pas forcément un concept
parfaitement adéquate parce que l'entropie a aussi une signification en physique, donc ce sont des questions compliquées. Mais en tout cas, disons, un phénomène d'uniformisation, de standardisation de la culture collective nous guette à l'évidence avec l'usage massif de ces machines. Et ce n'est pas le seul, puisque il y a aussi le risque, évidemment, des hallucinations. Là encore, terme anthropomorphique qui sert en fait à expliquer qu'une machine qui a été conçue et développée pour générer automatiquement du texte ne va pas chercher des informations. Donc c'est tout à fait logique quand vous connaissez le fonctionnement de ces machines que vous ne pouvez pas les utiliser comme des moteurs de recherche, puisque si vous leur demandez par exemple quel livre Anna Lombert a-t-elle écrit au XVIe siècle au sujet de la physique quantique, chose qui est complètement impossible pour de multiples raisons, eh bien la machine évidemment va vous générer un titre, puisqu'elle a été conçue pour générer des séquences de signes probables à partir d'une consigne. Donc il est tout à fait, il n'est pas du tout surprenant qu'elle le fasse. Il n'y a rien d'hallucinant là-dedans. C'est absolument logique. Mais simplement, comme on fait passer par, si vous voulez, des interfaces, ces machines pour des moteurs de recherche, eh bien évidemment, quand on les utilise comme des moteurs de recherche alors que ce ne sont pas des moteurs de recherche, ça pose un certain nombre de problèmes. Notamment donc le problème des fausses informations et aussi le problème de l'alimentation de faux comptes. Vous savez qu'aujourd'hui, les faux comptes, les bots, servent à cliquer de manière massive sur des contenus qui vont être ensuite amplifiés par les algorithmes de recommandation et qui vont donc être diffusés de manière très rapide et très large, à une très large échelle. Et les IA génératives permettent évidemment d'alimenter les faux comptes et donc d'accélérer ce phénomène-là de désinformation en ligne qui peut être évidemment très dangereux et qui met en péril disons, la vie démocratique dans la mesure où l'espace public, médiatique, numérique n'est plus du tout public en fait, non seulement parce que ce sont des entreprises privées qui sont aux commandes, si je puis dire, donc qui règlent la circulation des informations grâce à leurs algorithmes de recommandation, mais aussi parce que ce ne sont même plus parfois des humains qui produisent les contenus ou qui les recommandent en réalité. Donc le risque, c'est que se développe une forme de défiance à l'égard de ces espaces informationnels qui sont les nôtres aujourd'hui, parce que bientôt, on ne pourra plus savoir si le contenu a été généré par une IA, par un bot ou bien par des humains. Et donc, on sera obligé de douter de tout ce qu'on voit, en fait. Et donc ça, c'est potentiellement très dangereux parce que la confiance, en fait, est quelque chose de fondamental pour lier les sociétés ensemble. Si vous n'avez pas un espace informationnel commun dans lequel les individus peuvent faire confiance dans ce qu'ils voient, dans ce qu'ils lisent, dans ce qu'ils entendent, eh bien, le faire société, si vous voulez, le faire corps social, sera évidemment menacé. Donc, vous voyez, on retrouve en fait les trois risques que Platon avait identifiés, sans commune mesure, évidemment, à une échelle complètement différente, de manière complètement transformée dans leur contenu même, mais on retrouve néanmoins ces trois grands risques de la prolétarisation, donc de l'extériorisation des capacités mémorielles ou des capacités expressives, le risque de la stérilisation ou de l'anthropisation de la culture collective, donc de la difficulté de faire évoluer notre mémoire collective commune, et puis le risque de la manipulation des esprits, que ce soit par les sophistes ou par les industries de la désinformation. Donc voilà un petit peu, disons, pour le tableau général des risques majeurs que me semblent présenter ces intelligences artificielles. Je n'ai pas développé la question des agents conversationnels ou des compagnons virtuels, qui est en fait une autre question, mais qui va se poser très très vite, qui se pose déjà et sur laquelle j'ai écrit dans mon livre. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller lire De la bêtise artificielle. Voilà. Alors, est-ce qu'il me reste encore un petit peu de... Ouais, j'ai encore 5 minutes. Je vais faire vite pour finir finir sur une note un peu plus positive. Donc,
C'est pas une contrainte, oui. Vous avez la capacité à absorber le négatif, ce qui est une grande qualité dans l'époque contemporaine. Mais voilà, moi j'aime bien quand même montrer qu'il y a des perspectives d'ouverture. Et donc c'est la question que je voudrais poser pour finir finalement. Est-ce qu'on peut mobiliser quand même ces automates numériques ou ces algorithmes pour faire des choses intéressantes du point de vue de l'intelligence collective? Évidemment, on peut les utiliser pour faire des choses intelligentes du point de vue de l'informatique, pour accélérer des processus de génération de code. On peut les utiliser pour automatiser des processus industriels. Bon, mais d'un point de vue, disons, culturel, politique, civilisationnel, si je puis dire, y a-t-il des usages, ou plutôt des dispositifs qui semblent un peu plus démocratiques, qui ne soient pas concentrés entre les mains de quelques géants, de quelques entreprises privées, avec comme objectif principal l'accumulation de profits à court terme, et qui puissent en fait être un peu mis au service de la société. Alors en fait, je crois que oui, évidemment, c'est ce que nous invite à penser une perspective pharmacologique, parce qu'une perspective pharmacologique ne peut pas en rester à une pure condamnation de la technologie. Le problème de la technologie dans une perspective pharmacologique, c'est pas de dire que la technologie c'est le mal. Au contraire, c'est à la fois le poison et le remède. Donc le problème, c'est de se demander quels sont les présupposés idéologiques, quelles sont les logiques économiques et quelles sont les fonctionnalités technologiques qui sont développées, et de voir en fait comment les transformer si celles qui dominent ne conviennent pas. Parce que sinon, si on ne fait que condamner, le problème c'est que on laisse ces technologies entre les mains de ceux qui les possèdent et qui les produisent, parfois pour le meilleur, mais souvent pour le pire. Et donc, effectivement, c'était un petit peu la perspective de Bernard Stiegler qui, lui, adoptait complètement cette position pharmacologique et qui disait finalement, il ne s'agit ni de rejeter les technologies, ni de s'y adapter. En fait, il ne s'agit pas de s'adapter aux usages qu'on nous propose de manière dominante et qui sont souvent des usages très consuméristes dans lesquels on est tout à fait passif, on ne comprend rien à la technologie. Il s'agit au contraire de les adopter, c'est-à-dire d'inventer de nouvelles technologies qui permettent des pratiques et non pas de simples usages, c'est-à-dire qui nous permettent de comprendre comment la technologie fonctionne, de la transformer et de la faire évoluer dans un sens que nous jugeons, nous, humains, meilleurs collectivement. Chez Simondon, on trouve une distinction intéressante entre les objets techniques fermés et les objets techniques ouverts. C'est-à-dire que pour lui, il y a deux types d'objets techniques. Alors évidemment, il ne parle pas des objets techniques numériques parce que, disons que ce n'était pas forcément son objet à l'époque, mais il insiste sur cette distinction en disant les objets fermés, ce sont ceux qu'on peut utiliser sans comprendre. On ne comprend rien à leur fonctionnement, on ne peut pas les transformer, on ne participe pas à leur fonctionnement, on les consomme en fait. Et on se contente de demander quelque chose et d'obtenir un résultat. Et les objets technologiques ouverts, à l'inverse, ce sont ceux qui sont transparents, dont on comprend le fonctionnement et qu'on peut éventuellement transformer, faire évoluer, ou dans lesquels on peut intervenir en fait, dans lesquels il y a de la place pour l'humain. Et en fait, il se trouve que l'intelligence artificielle générative, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle générative, sont des algorithmes en fait, et les usages dominants qu'on nous propose disons, la génération automatique de texte, d'images, de sons, en réalité, n'est pas très intéressante. Parce que des algorithmes, pour faire des choses qu'on pouvait faire avant sans les algorithmes, bah, ça ne sert pas forcément à grand-chose, vous voyez. C'est-à-dire qu'on pouvait écrire des livres, on pouvait produire des images, on pouvait produire des sons. Donc, d'accord, on peut automatiser ça, mais est-ce que c'est vraiment la seule chose intéressante qu'on peut faire avec des algorithmes? Je ne crois pas. Et la preuve, c'est que on connaît tous, on connaît tous une plateforme comme Wikipédia, qui est une plateforme dans laquelle il est devenu possible, évidemment grâce à des algorithmes aussi, d'écrire collectivement et de créer du savoir collectivement, ce qui était complètement impossible du temps du livre ou du temps de la télévision, et qui a permis en fait une co-construction de savoir grâce à des processus de délibération, de certification par les pairs, alors qui ont plein de biais et d'erreurs aussi évidemment, mais dans laquelle les utilisateurs
ne sont pas en position de consommateur passif, mais en position de contributeur. Et c'est ça qui est très intéressant. Et pourtant, donc ce n'est pas génératif du tout, mais d'ailleurs les intelligences artificielles génératives ne sont pas génératives, puisqu'en fait c'est une forme d'extractivisme, hein. Mon collègue du Conseil national du numérique, Jean Catan, et une professeure de droit qui travaille sur le droit du numérique, Célia Zolinsky, ont écrit un article dans lequel ils les qualifiaient d'intelligence artificielle extractive. Et je pense que c'est une qualification bien meilleure. Mais en tout cas, donc, ces systèmes-là ne sont pas génératifs, mais par contre, supposent la contribution collective et la mise en commun des savoirs. Et les algorithmes de Wikipédia, évidemment, enfin les règles de fonctionnement de l'outil sont transparentes, peuvent être modifiées, discutées par les utilisateurs. Donc, et surtout, la plateforme a permis de produire des savoirs certifiés qui sont, et non pas, si vous voulez, des séquences de suite de signes probables. Parce que la probabilité, comme cela a été dit aussi auparavant, n'est pas la vérité. Et j'ai envie de dire, bien au contraire. Bien souvent, une vérité, elle est très improbable, hein. Si vous pensez à toutes les grandes vérités scientifiques, elles étaient très improbables, en fait, hein. Personne ne pouvait probabiliser, si vous voulez, je ne sais pas, la théorie... voilà, j'ai pas beaucoup de culture scientifique, mais les scientifiques qui sont dans la salle savent sans doute que les grandes théories physiques, mais aussi biologiques, mathématiques, n'étaient pas probables, en fait. Elles étaient très improbables. Et la vérité est toujours très improbable, sans quoi c'est juste un stéréotype, un cliché ou des idées reçues, mais ça n'a rien à voir avec la vérité. Et surtout, la vérité émerge souvent à partir d'un processus de certification par les pairs. Et dans des dispositifs comme les IA génératives, vous n'avez aucune certification, vous avez juste des calculs automatisés sur des quantités massives de données. Un autre dispositif très intéressant qui mobilise là encore des algorithmes pour produire de l'intelligence collective, c'est cette plateforme qui s'appelle Police, qui permet en fait sur une question donnée de convoquer beaucoup de citoyens pour qu'ils fassent des propositions et qu'ils votent sur les propositions des uns des autres. Donc si vous voulez, c'est une forme de démocratie numérique, en fait, de délibération démocratique sur une plateforme numérique. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'algorithme, en fait, est conçu de la manière suivante. Vous allez avoir des groupes d'opinion qui vont se former, qui vont être parfois très antagonistes les uns des autres. Et, donc, par exemple, il y a une expérimentation qui a été faite avec cet outil sur la question des violences policières. Donc, vous aviez des opinions très antagonistes, avec d'un côté des personnes qui dénonçaient les violences policières et puis de l'autre côté des personnes qui soutenaient les policiers. Et puis, le but, c'est de faire des propositions qui fassent consensus entre les deux groupes antagonistes. Donc forcément, si vous faites des propositions clivantes, extrêmes, etc., ce sera compliqué de faire consensus. Mais parfois, vous allez faire des propositions très radicales et pourtant, elles vont faire consensus. Et là, ça devient très intéressant parce que ça va vous forcer à imaginer des choses que vous n'aurez pas à imaginer si vous étiez resté dans votre petite bulle informationnelle, en fait. Toujours dans l'entre-soi, à répéter les mêmes stéréotypes, justement. Mais vous forcez, en fait, à adopter le point de vue de l'autre pour créer des propositions sur lesquelles, en fait, finalement, il y aura un accord. Donc là, dans le cadre de cette consultation, bon, je crois que les propositions qui avaient été trouvées n'étaient pas spécialement radicales, mais bon, disons qu'il y avait eu un accord quand même sur le fait de renforcer la police de proximité et sur le fait de renforcer la formation des policiers aux violences sexistes. Et ces propositions-là, elles étaient transversales et donc la plateforme les avait fait remonter. Et si vous voulez, c'est intéressant parce que c'est le fonctionnement complètement opposé des réseaux sociaux commerciaux qui ne font remonter que les publications les plus clivantes et les plus polarisantes. Donc c'est un outil qui peut être très intéressant. D'ailleurs, il a été utilisé à Taïwan pour renforcer en fait les potentiels démocratiques. Et puis enfin, un dispositif extrêmement intéressant, c'est la plateforme Tournesol, qui est un algorithme de recommandation collaborative qui permet aux citoyens de voter de comparer des vidéos et de les noter en fait. Et l'algorithme de recommandation se base sur les jugements des citoyens pour recommander les vidéos. Donc il va recommander des vidéos qui ont obtenu des bonnes notes selon des critères, encore une fois, transparents: la fiabilité de la vidéo, la pertinence de la vidéo, la clarté de la vidéo, etc. etc. Et si vous voulez, cet algorithme n'est pas vulnérable aux faux comptes, aux bots dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il y a un système justement pour qu'il soit sécurisé. Et donc là, vous pouvez avoir une recommandation des informations
tout à fait nouvelles, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément vous recommander les informations qui rapportent le plus d'argent à la plateforme, mais on va vous recommander des informations très intéressantes. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, développer ce type d'algorithmes qui prennent en compte les jugements humains, qui cherchent à démocratiser en fait la décision collective, eh bien, ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas du tout trivial. C'est extrêmement intéressant d'un point de vue scientifique, parce qu'il ne suffit pas, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, de rajouter de la puissance de calcul. Il ne suffit pas, en fait, d'avoir plus d'argent et donc d'avoir plus de puces et donc d'avoir plus d'ordinateurs pour améliorer ces systèmes. Ça, bah, quand vous faites ça, en fait, c'est intéressant industriellement, c'est intéressant pour les personnes qui en tirent un bénéfice, hein, mais scientifiquement, c'est pas très intéressant. Quand la seule manière d'améliorer votre système, c'est de rajouter de la puissance de calcul, bon, en termes de révolution scientifique, je pense qu'on a vécu mieux par le passé dans notre histoire. Donc, si vous voulez, là où il y a vraiment de la science, à mon avis, aujourd'hui, et une révolution scientifique à l'œuvre, c'est dans ces systèmes-là qui, en fait, articulent les jugements humains, les interprétations humaines et les délibérations collectives avec les algorithmes, les mathématiques et disons, oui, les technologies numériques au sens très large du terme, celles qu'on appelle parfois intelligence artificielle. Mais vous voyez qu'ici, il ne s'agit plus du tout de projeter des capacités humaines dans une quelconque machine. Il s'agit de mettre la technologie au service précisément des humains et des processus à la fois psychiques et délibératifs, interprétatifs et donc démocratiques en fait. Voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus. Merci pour vos deux exposés. Y a-t-il des questions ? Alors, une première question. Ah si, il y en a une. Enfin, désolé. Vous aviez évoqué que la question de savoir quelle est la part de l'activité humaine dans une réflexion qui a été faite avec une intelligence artificielle. J'avoue que j'ai un peu de peine à comprendre la question parce que ça me paraît totalement indissociable. De savoir qui est l'humain et qui est l'intelligence artificielle. D'abord, l'intelligence artificielle est alimentée par des humains, et ensuite, dans le processus lui-même, ça me fait plus penser à une forme de travail d'équipe, et pardonnez le mot équipe, parce qu'on préférerait voir des humains dans une équipe, mais ça me fait plus penser à un travail d'équipe qu'à un travail d'intelligence artificielle. Et donc, elle ne me paraît pas systématiquement comme un outil qui se substitue à nous, mais qui nous complète dans certaines de ses positions. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est une réflexion en forme de question, en fait. Bah, il y a sans doute des usages dans lesquels elle peut vous compléter. Par exemple, je travaille avec une doctorante qui entraîne elle-même un modèle pour, avec des données qu'elle a donc choisies, hein, qui n'a pas été choisi par des entreprises privées, et pour aider des personnes âgées dans un EHPAD à écrire leur récit, voilà, à écrire collectivement leur récit. Donc là, il y a une fonction de complétion. Mais, enfin, de complétion, disons, la technologie s'inscrit dans un dispositif social de soins et elle vient aider, assister des personnes qui ont, disons, des difficultés à s'exprimer, à se narrer, à se raconter. Et c'est un usage très intéressant de la technologie, à condition évidemment que la personne qui l'utilise l'ait elle-même entraînée. Parce que sinon, si vous voulez, moi quand je parle des usages dominants quotidiens, bah, ce qu'on constate, c'est l'étude du MIT que j'ai montrée, c'est que en fait, vous n'êtes pas en train de vous compléter mutuellement avec la machine, vous êtes en train de déléguer votre capacité à produire du sens à un dispositif dont vous ne connaissez rien du fonctionnement. Bien sûr qu'il a été entraîné par des humains, c'est une évidence. Mais encore une fois, des humains qui vont vous imposer leur catégorie de pensée, leurs critères, leurs idéologies. Vous comprenez ? Et vous ne savez même pas quelles sont les données sur lesquelles ce dispositif a été entraîné. Donc pour moi, bien sûr, la machine vous complète en un certain sens, mais elle vous complète en un sens problématique. Vous voyez ce que je veux dire ? Au sens où elle court-circuite vos capacités de mémoire
d'imagination individuelle et singulière en vous imposant des catégories qui ne sont pas les vôtres et que vous allez ensuite intérioriser, naturaliser. Donc, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Pardon, je reste là parce qu'en fait, j'ai besoin d'un micro. Moi, je ne peux pas parler. Voilà. Donc, oui, si vous voulez un complément. Ouais, peut-être un mot vite fait par rapport à ça. Donc, quand ces technologies sont apparues, on nous les a vendues comme un outil qui vous complète, qui vous permet d'être plus productif, un outil qui vous augmente. Ce qu'on observe depuis le début de cette année, comme vous disiez tout à l'heure, c'est la création de systèmes agentiques. Et donc, de moins en moins, on va essayer d'enlever l'intervention humaine dans le processus et de garder seulement ce circuit, on va dire, d'un agent qui effectue des actions, qui regarde ce qui se passe et qui prend d'autres actions, parce que ça va plus vite, tout simplement. Un humain au milieu, c'est lent, ça crée de la friction. Finalement, on lui fait moins confiance qu'un système qui a été entraîné, qui a ingéré tellement de données. Donc, par défaut, je ne sais pas si les grosses entreprises qui développent ce système ont envie qu'on continue de l'utiliser en tant qu'outil, ou si au contraire, d'un point de vue production économique, productivité, etc., on n'a pas envie de retirer l'humain de tout ça parce qu'au final, ça nous embête et laisser les machines faire leur travail, ça ira plus vite et ça nous fera plus d'argent. Par défaut, je ne pense pas que ce soit la trajectoire, je ne pense pas que ces entreprises se posent la question de se dire « Oh, comment faire un outil qui nous complète de la meilleure manière possible ?» En tout cas, depuis le début de cette année, on observe quand même qu'on est en train de s'éloigner de l'humain au centre du processus. Vous voulez peut-être réagir à ce que je viens de dire, parce que ça va complètement dans tout ce que vous avez montré. oui, complètement. Non, je suis tout à fait. Enfin, je veux dire, je suis pas très surprise. Mais effectivement, je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'histoire du capitalisme et de l'automatisation, de remplacer, disons, des processus humains qui peuvent être plus lents, comme l'exemple de la décision que vous avez prise tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'on a toujours l'espoir que ces technologies soient utilisées pour nous assister et non pas pour nous remplacer. Mais il faut être très vigilant parce que ça dépend évidemment du système social, économique, politique dans lequel on vit. Ce sont des choix de société, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ah oui, alors allez-y. Je vous apporte le micro. Oui, merci. C'est très bref, c'est une proposition pour le terme dérivé de la consanguinité ou de l'anthropisme. J'aimerais bien, avec le même anthropomorphisme, utiliser le mot dégénéré. Vous voulez réagir? Non, mais je suis d'accord, c'est un bon terme, je pense. Un point très vite fait par rapport à ça, je suis d'accord qu'on a tendance à tomber dans le problème d'anthropomorphiser ces systèmes. Et d'un autre côté, le côté technique est tellement compliqué. Je trouve que c'est dur de trouver des analogies qui ne tombent pas dans l'anthropomorphisation. Donc, il y a une grosse question d'éducation. Je serais quand même enthousiaste que les gens comprennent mieux comment ça marche, qu'ils aient une intuition de qu'est-ce que ça peut faire ou pas. Et c'est difficile de trouver un système pour expliquer ça, pour transmettre cette intuition sans tomber dans une analogie avec nous et avec notre manière si vous avez des insights par rapport à ça, je suis très intéressée parce que jusque-là, à chaque fois que je dois expliquer à des gens qui n'ont pas forcément fait des études dans le domaine et tout, je trouve que c'est très difficile de trouver une bonne analogie sur ça. Ouais. Non, c'est très difficile et de toute façon, ce sont des comparaisons qui, comment dire, qui sont présentes depuis le début en fait de l'histoire de ces technologies, donc on les a aussi beaucoup intériorisées. Maintenant, moi, je pense que c'est vraiment très intéressant d'essayer de comprendre le fonctionnement mathématique. Les mathématiques statistiques qui sont derrière, le processus de vectorisation, les espaces latents, etc. C'est absolument passionnant. Et pour comprendre ça, on n'a pas du tout besoin d'anthropomorphisme. C'est vraiment des calculs mathématiques, quoi. Et des manières de calculer, des manières de mettre en rapport les données entre elles, etc. Et là où je vous rejoins, c'est qu'il y a un vrai problème de culture technique. C'est ce que disait Simondon, c'est que malheureusement, on n'enseigne pas du tout ces sujets à l'école, au collège, au lycée, etc. Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en France, c'est très peu le cas. Et quand on parle de technologie et d'éducation, c'est très difficile d'en parler parce que tout de suite, on nous dit « Ah bah oui, on a une application numérique pour apprendre les maths ou le français ». Tout le monde pense en termes d'équipement technique. Personne ne pense en termes de culture technique. Donc, c'est un gros problème parce qu'évidemment, ensuite, on forme des citoyens qui sont incapables de comprendre le fonctionnement de ces machines, alors que ça devrait faire partie de notre culture générale aujourd'hui.
savoir ce que c'est qu'un algorithme, savoir ce que c'est qu'un espace latent. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Alors moi, je vais poser une question, puis après je repasserai le micro à mon voisin qui veut vous poser une autre question. Mais en fait, il y a quelque chose d'assez, enfin, d'extrêmement pauvre, et Agatha, vous venez de le rappeler aussi, dans cette tendance à, en fait, on accumule, on veut de la puissance et de la rapidité, ce qui est les deux caractéristiques des techniques sous contrainte capitaliste, hein, si j'ose dire. Et ça a donné l'état du monde qui est le nôtre. Alors, comme moi, ma spécialité est l'environnement, je peux vous dire que c'est franchement pas génial. Et ce que je trouve un peu, j'ai tendance à trouver ça comme un summum de bêtises, c'est d'attendre d'une accumulation de puissance, de rapidité, ce que ces gens appellent la singularité. Et en plus, c'est très drôle cette histoire de singularité parce qu'ils l'entendent elle-même comme une accumulation de moyens. Il n'y a aucune finalité, il n'y a aucune vision de quoi que ce soit. C'est tout simplement, pour eux, le nec plus ultra, c'est des moyens à l'infini. Et donc, moi, ça me pose un énorme problème, quoi. C'est-à-dire que, en fait, on est en train de détruire l'habitabilité de ce monde. Alors ça, je peux vous le montrer de façon très, très détaillée. Et avec ces techniques, on en rajoute une couche. On est exactement dans la même tendance. Mais ce que je trouve, alors pour le coup, très dégénéré, c'est le fait qu'on en attende une espèce de disruption. C'est ça l'idée de singularité. C'est-à-dire, on va aller dans un monde complètement nouveau. Pas du tout. On va aller dans un monde le plus capitalistique où l'habitabilité de la Terre sera encore plus érodée. Et dans disons, les critiques internes. Donc, Agatha, tout à l'heure, dans votre exposé, vous avez dit, ben voilà, il y a un peu deux communautés. Il y a une communauté qui va sur la singularité en disant, ben non, on peut continuer, ça a marché, on a toujours ajouté de la puissance de calcul. Et ça a fini par nous donner des choses nouvelles. Et puis, on a une autre communauté qui consiste à dire, ben non, on va être plutôt vers quelque chose comme une négantropie, enfin, pas comme une entropie, c'est-à-dire en fait une dégradation, et on ne va pas déboucher sur quelque chose de neuf. Est-ce que derrière ces deux discours, les aspects plus généraux, plus politiques sont présents ou pas du tout? Et les acteurs qui vont être les plus critiques, parce que alors on voit très bien, la tech aujourd'hui, elle est vraiment d'extrême droite, hein. Quand on lit les courtiers Servine, les Peter Thiel, etc., c'est effrayant. C'est totalement effrayant. Et donc, est-ce qu'on retrouve cette coloration politique dans ces deux postures? La posture, je vous pose la question à toutes les deux, hein, la posture qui va dans le sens de la singularité ou la posture plus critique qui met en avant un phénomène d'entropie? Je ne sais pas qui veut répondre, la première, peu importe. Je pense que j'ai un point assez rapide là-dessus. Les deux communautés ont un point commun, c'est-à-dire que les deux veulent arriver vers une sorte de techno-utopie, où on a une super intelligence qui nous permettrait de résoudre tous les problèmes. Donc sur le court terme, il faut se concentrer pour développer cette super intelligence, et la résolution des autres problèmes, ça viendra derrière. C'est cette super intelligence qui nous permettra de le faire, c'est plus notre affaire, au final. La différence entre ceux qui sont, on va dire, plus optimistes vers cette singularité et ceux qui sont plus pessimistes, c'est seulement la probabilité qu'on y arrive. Donc certains pensent que par défaut, comme vous disiez, juste le fait d'avoir ces dynamiques de plus de puissance, plus de vitesse, etc., ça va nous donner plus d'intelligence, et que par défaut, cette intelligence sera bénéfique pour la société. Les autres, ceux qui pensent que ça va peut-être faire un plateau, ou que c'est peut-être pas la bonne chose à faire, qui se concentrent sur la sécurité, ils ont quand même envie de croire en cette techno-utopie. Ils disent juste, il faut réussir à résoudre, par exemple, le problème d'alignement, il faut réussir à résoudre le problème de sûreté. Mais une fois que c'est le cas, on veut quand même avoir une super intelligence qui nous permet de résoudre tous les autres problèmes. Et en tout cas, au sein de la communauté un peu plus tech, c'est presque tabou, c'est presque mal vu de dire peut-être qu'il faut ralentir, peut-être qu'il faut remettre en question toute cette histoire de puissance, de machin. En France, il y a la communauté Pause AI qui avait qui avait pas mal milité pour l'idée de dire, ok, maintenant, quand GPT-4 était sorti, de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre 6 mois pour arrêter le développement et se poser les questions, on va dire, un peu plus méta, un peu plus sociétales derrière. Et ils avaient presque été moqués, quoi, pour avoir osé dire ça, pour avoir osé, enfin, ils avaient été traités, on va dire, de freins à l'innovation, de conspirationnistes, de doomers. Doom, c'est l'idée de, on va dire, destruction liée à la technologie. Donc aujourd'hui, même si on a cette sorte de clivage au sein de la communauté tech, il y a quand même, tout le monde a envie de croire en cette super intelligence qui nous permet de tout résoudre. Et ça, malheureusement, c'est le constat actuel. Anne?
Bah, c'est la manière dont vous le dites est intéressante. Vous dites tout le monde a envie de croire, c'est-à-dire que c'est un régime de croyance qui est celui de l'illusion que Freud distinguait de l'erreur, c'est-à-dire qu'en fait l'illusion c'est quelque chose auquel on est affectivement attaché et dont on ne peut pas se détacher. Et peu importe les preuves scientifiques, peu importe qu'un article soit paru dans Nature que j'ai montré sur l'effondrement des modèles, qui a été écrit par des scientifiques, qui n'a pas été écrit par des entrepreneurs qui produisent ces technologies. Et peu importe que des recherches montrent aujourd'hui qu'on est en train de mettre en péril la planète avec ce type de dispositif, parce que les data centers qui sont construits aujourd'hui le sont bien souvent. Bon, ils ont un coût énergétique très important, en électricité notamment, mais en eau aussi. Donc bien souvent, ils sont développés au détriment des populations locales parce que il n'y a plus assez d'eau pour tout le monde et qu'il faut bien refroidir les data centers. Et donc, si il y a une période de sécheresse qui s'annonce, et bah, c'est pas grave, on construit quand même le data center. Donc, on voit bien qu'on est là dans quelque chose qui n'est pas du tout rationnel au sens, disons, il n'y a aucune pensée des conséquences sur le long terme. On est dans un projet, effectivement, qui est un projet d'extractivisme capitaliste et qui, à mon avis, ne se fonde pas du tout sur des données scientifiques. Et cette idée de singularité technologique, pour moi, en fait, je ne parle pas de singularité technologique, je pense que ce que ça veut dire, c'est l'automatisation généralisée, c'est-à-dire c'est l'automatisation de tout. Et donc, si vous voulez, ça n'a rien de singulier, c'est simplement l'aboutissement de plusieurs révolutions industrielles et de l'histoire du capitalisme qui rêve justement de tout automatiser, alors même que, en termes de ressources naturelles et matérielles, ce ne sera pas possible de toute façon. Donc, oui. Puis j'ajouterais que si vous voulez, le calcul, c'est le rationnel, c'est pas nécessairement le raisonnable. Et là, en accumulant le rationnel, on va plutôt vers un déraisonnable. C'est assez étonnant d'ailleurs. Je reviens sur les reproches que Platon faisait à l'écriture et la manière dont vous l'avez introduit par rapport à l'intelligence artificielle. On a eu la même chose à propos du téléphone qui était une menace pour la société. Et puis, j'ai un peu l'impression que toute nouvelle technologie, en fait, devient une menace pour notre culture parce qu'elle remet en question des pans entiers. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, quand vous disiez que l'IA nous formate le cerveau, est-ce que c'est bien comme ça qu'on peut le dire ? Dans le sens où elle nous expose à des idées qui ne sont pas nécessairement les nôtres et nous conditionne dans une certaine culture. J'ai un petit peu le sentiment que c'était déjà le cas avec Google, même avant l'IA, que c'est déjà le cas avec la littérature, que moi je suis né dans une culture qui est occidentale, blanche, plutôt patriarcale, et que c'est ce à quoi je suis exposé dans mon éducation. Donc, où est la différence et comment est-ce qu'on fait pour en sortir ? Je vais essayer de vous dire où est la différence, parce que je pense qu'elle est fondamentale et qu'elle est énorme. Mais donc d'abord, sur la première question, oui, vous avez tout à fait raison. En fait, toute nouvelle technologie implique un sentiment d'inquiétude sociale. Et il ne faut pas du tout s'en moquer ou l'envoyer balader d'un revers de la main en disant que ces gens-là qui s'inquiètent, oulala, ils sont réactionnaires. Non, en fait, le monde se transforme, c'est inquiétant et c'est normal. En particulier quand il se transforme à une vitesse extrêmement rapide. Parce que là où il y a une grande différence entre l'époque de Platon et l'époque actuelle, c'est qu'il a fallu plusieurs décennies, plusieurs siècles peut-être pour adopter la technique de l'écriture alphabétique. Aujourd'hui, on a une nouvelle technologie, j'allais dire de manière caricaturale toutes les 2 semaines, c'est pas le cas, mais les technologies numériques et algorithmiques évoluent très très vite et de manière extrêmement disruptive. C'est le sens du titre du livre de Bernard Stiegler dans la disruption. Ce qui fait que c'est très difficile pour la société de les adopter, de se transformer, de développer des savoirs. Parce que se passe-t-il ? Quand une nouvelle technologie émerge, les savoir-faire, les savoir-vivre, les savoir-penser qui précédaient, qui étaient constitutifs du corps social auparavant, eh bien, sont déstabilisés. Donc forcément, la société est déstabilisée, elle est inquiète, c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est qu'il faut reconstituer de nouveaux savoirs, de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-vivre, de nouveaux savoir-penser. Il faut comprendre comment la technologie fonctionne, comment on peut l'adopter à travers de nouvelles institutions, fixer de nouvelles règles, etc. Ça, ce sont des processus qui prennent beaucoup de temps. Or, aujourd'hui, la technologie évolue à une telle vitesse que c'est très difficile de mettre en place tous ces processus. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la panique, si je puis dire, peut être parfois un petit peu plus exacerbée. Mais évidemment, c'est quelque chose de tout à fait classique en ce sens. Ce qui n'est pas classique, par contre, c'est le rythme d'évolution.
C'est la raison pour laquelle certaines personnes, des organisations comme POSEAI, justement, ont demandé à ce qu'il y ait une pause pour qu'on ait le temps de réfléchir, parce qu'en fait, à peine a-t-on régulé les réseaux sociaux commerciaux, donc Règlement européen sur les services et marchés numériques, c'est 2022, me semble-t-il, que l'IA générative apparaît et qu'il va falloir réguler à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, ce rythme-là, ce rythme disruptif de l'innovation, il est complètement nouveau. L'inquiétude à l'égard de la nouveauté technologique, elle n'est pas nouvelle. Mais pour moi, elle est assez compréhensible. Et ensuite, sur la question, oui, bien sûr, nous avons toujours baigné dans une culture, c'est une évidence. La question, si vous voulez, pour moi, là, elle est politique, quand même, malgré tout. On est obligé de la poser politiquement. C'est inédit dans l'histoire qu'il y ait une entreprise privée ou 5 entreprises privées qui viennent toutes de la même région du monde, à savoir la Silicon Valley, qui entraînent les machines avec lesquelles vous allez parler. Vous voyez, c'est tout à fait différent que de baigner dans une culture, parce que les cultures, elles sont diverses. Là, on parle d'hégémonie culturelle, si vous voulez. C'est-à-dire que votre culture à vous, eh bien, ce n'est pas la mienne, en raison de notre pays, en raison de notre milieu social, en raison de nos influences culturelles, de nos influences théoriques, des livres que nous lisons, des disques que nous écoutons, des films que nous regardons, des personnes avec qui nous parlons. Vous voyez, tout ça est très diversifié. Or, et tout ça participe à votre manière de parler, ce qui fait que vous avez un style très singulier, que nous parlons tous très différemment, les accents, etc., les tons, les styles, les catégories que nous utilisons, tout ça est très singulier. Et en fait, le problème ici, c'est que vous avez une entreprise privée qui va conditionner la manière de parler et donc de penser de beaucoup de personnes de manière, si vous voulez, à un rythme très accéléré et à une très large échelle. C'est ça la différence. Et elle est considérable, si vous voulez. Et surtout, je rappelle, ces machines ne sont pas le produit d'une culture. Ce sont des calculs statistiques sur des quantités massives de données. Donc déjà, ce qui nourrit la machine, si vous voulez, c'est pas du tout la culture des Inuits qui ont je ne sais pas combien de mots pour dire le blanc ou pour dire la neige. Vous voyez, eux, leur catégorie pour dire le blanc ou pour dire la neige, parce qu'ils en ont plein, et le mot neige ou le mot blanc n'existe pas en fait, ils ont plein de catégories parce qu'ils pensent la neige et la couleur blanche de manière beaucoup plus riche que nous, qui avons une conception très pauvre de ces questions, parce qu'ils vivent dans le blanc et dans la neige, donc c'est normal. Et si vous voulez, leurs catégories ne sont pas dans ces modèles-là. Vous voyez? Donc il n'y a pas... la diversité culturelle tend à être éliminée. Vous comprenez? C'est ça pour moi le risque, c'est l'uniformisation et la standardisation. Après, le conditionnement, il a toujours existé. L'humain est un être conditionné à la fois par sa société, par sa culture, par ses technologies. Donc ça, évidemment. Mais vous voyez, je pense qu'il y a des distinctions plus fines à faire malgré ce conditionnement général. Bah, justement, moi j'ai essayé de donner quelques pistes. Après, j'en ai donné très peu, mais je pense qu'il y a plusieurs, leviers sur lesquels on peut agir. D'une part, il y a la question de la politique industrielle, de la régulation. Quel type de régulation on met en place par rapport à ces dispositifs technologiques-là? Quel type d'innovation on veut mettre en place? Qu'est-ce qu'on veut valoriser? Qu'est-ce qu'on veut soutenir économiquement, financièrement? Quel type de technologie on a envie de soutenir? Il y a la question aussi de l'éducation, de la culture technique et de la formation des citoyens à ces nouveaux milieux technologiques, industriels, numériques. Il y a beaucoup de pistes à explorer, mais à mon avis, on va mettre un peu de temps. Juste une petite question complémentaire. Effectivement, la diversité d'un côté, mais elle peut commencer déjà par une forme de souveraineté. Enfin, vous avez rappelé que ce sont des entreprises privées californiennes dont on voit maintenant qu'elles ont intégré, qu'elles cherchent à répandre une idéologie politique très particulière et franchement pas très humaniste. Et donc, quid de la situation de l'Europe qui est complètement dépendante de ces géants du numérique pour son administration, pour son armement, pour ses propres outils industriels? Il y a là quelque chose de complètement fascinant quand même, qu'on se soit laissé avoir à ce point-là. C'est étonnant, et qu'on ait des dirigeants aussi stupides qui n'aient jamais même anticipé un minimum le problème. Comment l'une et l'autre vous réagissez par rapport à ça? Moi, je pense que ce serait une réponse assez rapide.
Maintenant, on commence à se poser la question de la souveraineté. Il y avait les Swiss AI Weeks en septembre, et donc tout le monde parlait souveraineté, souveraineté, quelle est la place de la Suisse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais la Suisse a créé son propre modèle qui avait été développé donc, par des chercheurs de l'EPFL, de l'ETH, dont le processus entier était transparent, les données utilisées pour l'entraînement avaient été révélées publiquement, donc tout était censé, on va dire, être fait de manière plus démocratique, plus alignée avec les valeurs suisses. Donc ça paraît génial sur le papier, on se dit maintenant ça y est, la Suisse a son modèle. En pratique, c'est incomparable avec ce qui se fait, comme tu disais, dans la Silicon Valley, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, on est en retard, on n'a pas la même capacité. Donc la souveraineté, elle est de plus en plus difficile. Et aujourd'hui, l'IA, c'est vraiment une question de concentration de pouvoir. C'est quelques acteurs qui vont avoir toutes les ressources computationnelles qui vont permettre, qui vont réussir à être, on va dire, à la frontière des capacités. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile pour quelqu'un de réussir à approcher cette frontière et de réussir à rester pertinent. Je dirais que le principal acteur européen, c'est Mistral en France. Même eux, ils ont 8 mois de retard et ils galèrent en fait à rester compétitifs avec ce qui se fait. Donc je ne suis pas hyper enthousiaste sur l'idée de dire l'Europe doit faire comme les États-Unis, il faut qu'on ait la même chose qu'eux, mais made in Europe. Peut-être que la question c'est de se dire peut-être que l'Europe doit avoir un autre levier, peut-être du côté de la régulation, du côté de l'audit. Enfin, je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais pour moi la question c'est pas de se dire il faut qu'on rentre dans la course et qu'on essaie de faire quelque chose de mieux, qu'on mette plus de ressources, plus d'argent là-dedans. C'est peut-être pas le genre de dynamique qu'on voudrait avoir. Enfin, je sais pas Oui, ce que vous oui. en pensez, Moi, je Anne. suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'en fait, le problème, alors la souveraineté, elle est très importante sur la question des serveurs, me semble-t-il, c'est-à-dire d'avoir des serveurs qui soient pas les serveurs américains ou d'autres nationalités, disons, mais qui soient que nos données ne soient pas stockées chez les autres, en fait, ou que les modèles ne soient pas entraînés sur des serveurs qui appartiennent à d'autres entreprises, parce que sinon, je crois que c'était un des problèmes pour Mistral. Je crois qu'il y avait des serveurs de Microsoft, si je me souviens bien, mais je ne sais plus du tout. Mais c'est ça, ouais. Et donc ça, c'est un problème. Je pense qu'il faut essayer au maximum d'être souverain sur, disons, les infrastructures matérielles. Mais évidemment, ce n'est pas évident, puisqu'on a abandonné cette question depuis des années. Mais elle revient souvent, elle est défendue par beaucoup, et je pense qu'il faut la revendiquer, et que là, on a quand même des moyens importants. Après, sur le développement logiciel, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, sans avoir évidemment l'expertise, mais euh, d'un point de vue politique, il semble un peu ridicule de faire la course avec les États-Unis ou avec la Chine, parce que de toute façon, on n'arrivera jamais à les dépasser en termes de puissance de calcul, en termes de capital qu'on peut investir dans ces technologies-là. Et en plus, comme j'ai essayé de le montrer, moi, je ne trouve pas que ces technologies soient vraiment très intéressantes en réalité. Et elles peuvent même menacer très vite nos démocraties. Donc on aurait... C'est déjà le cas, oui, oui, c'est fait. Et menacer est un euphémisme, hein, donc voilà, mais je ne cherche pas à avoir des discours catastrophistes non plus, donc je reste voilà, dans un langage assez prudent. Mais disons que, si vous voulez, il y a des choses beaucoup plus intéressantes à inventer. Par exemple, développer des réseaux sociaux alternatifs, développer des algorithmes de recommandation alternatifs, réguler certaines plateformes. Par exemple, moi j'ai beaucoup œuvré avec le Conseil national du numérique pour défendre ce qu'on a appelé le pluralisme algorithmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire imposer aux réseaux sociaux de proposer plusieurs algorithmes de recommandation. C'est déjà le cas sur un réseau social comme Blue Sky et sur un réseau social comme Mastodon, qui est un réseau social open source. Vous n'avez pas d'algorithme de recommandation. Eh bien, les réseaux sociaux dominants, on pourrait leur imposer ou leur négocier avec eux, disons, pour qu'ils aient plusieurs algorithmes de recommandation à proposer, dont des algorithmes de recommandation collaboratifs qu'on aurait développés, nous, avec des entreprises peut-être aussi françaises, européennes, qui développent leurs propres algorithmes de recommandation. Vous voyez? Donc ça ne nécessite pas de refaire Facebook, c'est pas la peine. On fait juste un algorithme de recommandation et ensuite on crée une loi pour pouvoir l'implémenter sur Facebook. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que vous changez complètement la nature de la circulation de l'information en ligne et c'est fondamental d'un point de vue démocratique. Donc, et cette proposition, par exemple, elle a été reprise dans le cadre des États généraux de l'information en France et elle a été reprise aussi dans le rapport de la commission d'enquête sur TikTok qui a eu lieu en France. Et donc, c'est une proposition qu'on peut, comme vous disiez, il y a des propositions de régulation qui peuvent être, comment dire, entendues au niveau européen. Et encore une fois, la régulation ne s'oppose pas à l'innovation, parce que dans ce cas-là, le fait de réguler sur ce plan nous permet d'innover sur un autre plan, sur le plan des algorithmes de recommandation, par exemple. Donc voilà, moi, je considère que la, la, la compétition avec les États-Unis ou la Chine n'est pas une bonne manière de voir le problème. Par contre, la sécurisation
Et la démocratisation de nos environnements informationnels numériques, à mon avis, est urgente aujourd'hui. Et ce n'est pas en développant un nouveau grand modèle de langage qu'on y arrivera. Je pense que malheureusement, c'est plus compliqué, en fait. C'est plus compliqué à penser. Et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Parce que la compétition, c'est un petit peu le réflexe. Mais quand il s'agit de penser les choses de manière un peu systémique et d'agencer des solutions politiques, des solutions technologiques, des solutions scientifiques, là, c'est plus compliqué, quoi. Merci, ça pourrait être une magnifique conclusion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, nous allons vous laisser aller chacun dîner. Et on vous remercie d'avoir été là et on remercie nos deux intervenants. Merci. Merci beaucoup. Merci.